Et nous revoilà. Eh bien, bonjour mes petits bipèdes. Eh ben, je vais être très grossier. Eh ben, putain que ça fait du bien de revenir derrière ce micro et de refaire enfin un nouveau podcast après ces quelques mois d'attente, n'est-ce pas, mon petit Néo ? Oui, ça a été plus qu'une pause estivale, là. Ça a été un... L'été a duré très longtemps. C'est ça. C'est parce qu'on est à Montpellier, c'est pour ça commence très tôt. Et c'est vrai que du coup, ça fait du bien. Et puis là, on a un invité, moi, j'apprécie beaucoup, donc je serais content. Comme j'ai apprécié tous les invités, c'est pas le problème. Ouais, mais pour démarrer l'année, là, ça fait vraiment plaisir. On avait besoin d'un gros coup de pied au cul, puisqu'on est dans la vulgarité. Ouais. Et du coup, c'est cool. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Bon. Eh ben, on est reboosté à fond. On a plein d'idées, on a plein de nouveautés cette année qu'on va essayer de mettre au point et qu'on est en train de mettre au point. En tout cas, ça va arriver, c'est ça sûr. Va arriver, attendez-vous à une année spéciale. Ça risque de pas être tout le temps le même format, pas tout le temps ce que vous avez eu l'habitude d'entendre depuis 6 ans maintenant. Ouais, 6 ans maintenant. Donc forcément, ça sera un petit peu différent, c'est sûr. Voilà, on va faire des tests, on va faire des trucs. Puis après, vous nous direz dans les commentaires, dans tout ça, pour les patréobipèdes sur le Discord, etc. Et d'ailleurs, en parlant de patréobipèdes, mais qu'est-ce que c'est que les patréobipèdes, mon petit Néo ? Eh bien, cette fois, j'ai mes notes. Donc, je ne vais pas dire n'importe quoi pour commencer l'année en beauté. Donc évidemment, si vous voulez nous soutenir, le plus important, c'est surtout de partager le podcast, d'en parler autour de vous. Vous savez que nous, on fait ça juste pour la passion. L'important, c'est surtout de partager tout ça avec un maximum de personnes. Et si vraiment, vous avez de l'argent, que vous savez plus quoi en foutre, vous pouvez nous soutenir. Alors évidemment, il y a du classique goodies qu'on n'a pas rénové depuis un bon moment d'ailleurs. Donc voilà. Ouais. Il y a du mécénat aussi qui est défiscalisé pour les entreprises si elles veulent vraiment mettre une vraie contribution, on va dire. Ouais. Et surtout, il y a un Patreon pour tout le monde, donc du coup qui est divisé en 3 paliers, junior, mid et senior. Le junior est à 1 €, vous avez les émissions une semaine en avance. Le mid est à 2,50 €, vous avez les émissions en avance, mais aussi vous avez dans les notes de l'émission votre spécialité et un lien vers votre démo ou votre CV, etc. Ouais. Et ensuite en senior, à 4,17 €, alors ça c'est la conversion dollar-euro qui a fait que, c'est pas tout rond, mais vous avez les émissions en avance, vous avez évidemment votre nom, votre poste, votre spécialité, le CV, vous recevrez des stickers et des dessous de verre CGY et ça, et peut-être autre c'est chose, la classe. Parce qu'on en a quelques-uns, Effectivement. on a d'autres goodies. Effectivement, oui, entre-temps, on a rempli les... Mais non, t'as raison. Et vous avez évidemment accès au Discord, qui est assez chouette parce que du coup, vous pouvez échanger avec nous sur les émissions à venir, sur des émissions que vous aimeriez voir, sur même partager avec tous les autres patréobipèdes qui nous suivent. Et voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le Patreon, il est un peu caché sur le site, faut un peu fouiller, mais voilà, si vous tapez Patreon CGY, vous allez tomber dessus très facilement. Oui, sinon vous allez sur la page Patreon, c'est Patreon/CGY, ou vous tapez CGY dans la barre de recherche, si vous n'êtes pas trop boomer préhistorique, ça devrait passer. Et pour les entreprises, contactez-nous directement. Okay. cgypodcast@gmail.com. Gmail.com, tout à fait. Directement. Ou vous passez par, peu importe, par n'importe quel canal et on vous donnera le lien. On remercie tous les Patreons qui sont encore là malgré cette grande pause. On vous aime. Et voilà, j'espère que vous resterez encore longtemps et que c'est surtout que ces nouvelles émissions vont vous plaire comme les anciennes. Et je pense que c'est parti, mon doc. Eh ben c'est parti. C'est parti. On a un invité, on commence cette saison avec un invité qui nous vient d'une série. Qu'est-ce qui va nous sortir ? Non, qui nous vient d'une série qui a quand même marqué le paysage audiovisuel international, puisque... Mais pas que. Et qui travaille à Fortiche et qui travaille sur la saison 2 d'Arcane et qui a travaillé sur la saison 2. Elle a fini la saison 2. C'est vrai. Ça c'est sorti depuis. Hein. Ah bon ? Oh, le mec qui has-been. Oui, et puis qui travaille sur d'autres choses, mais en tout cas, qui travaille dans ce magnifique studio, cet incroyable studio qui est Fortiche. Et nous avons donc Martial André avec nous, qui est superviseur anime, si je ne dis pas de bêtises. Bonsoir, Martial. Bonsoir à vous. Merci pour la présentation. Et c'est le cas, ouais. Superviseur d'anime, j'étais superviseur d'animation sur la saison 2 d'Arcane. J'ai rejoint Fortiche en 2019 en qualité d'animateur.
Okay. Et au fur et à mesure de la saison, des besoins du projet, le fait que les effectifs aient beaucoup augmenté parce qu'on avait du taf sur Arcane, j'ai été promu lead, puis superviseur sur la saison 2, comme je le disais. J'ai également supervisé 2 clips qu'on a fait après Arcane qui sont Blood, Sweat and Tears. Désolé, j'ai le nom de code qui me vient en tête et pas le titre. Et également Welcome to Noxus que j'ai co-supervisé. Et depuis qu'on a fait ces clips-là, j'ai plus une place de lead actuellement, voire de co-superviseur. Voilà. Sur Ma meilleure ennemie, t'étais pas superviseur ? Non, juste animé. Okay. C'est Rémi Thérault qui a supervisé Ma meilleure ennemie. Et récemment, c'est Alexis Van Roy qui supervisait les clips. Voilà, on alterne entre tous les trois. Moi, ça me permet d'animer un petit peu plus. C'était une demande et une envie. Et vu qu'on est sur des projets moins gros, ça permet de tourner et puis de prendre des responsabilités différentes, de se répartir un petit peu les tâches. Voilà. Chambé. Cool. Alexis, d'ailleurs, qu'on salue au passage, qu'on embrasse, puisque nous l'avons eu sur une émission. Qui parlait du travail à l'étranger. Exactement, du travail à l'étranger, avec le retour de notre Bibi, qui sera d'ailleurs pas là ou très très peu là cette saison, mais à qui on pense très fort. Et oui, voilà, on verra bien. Et on l'embrasse. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter, alors là tu nous racontes... C'est la reprise. Voilà. Tu nous as raconté ton parcours un petit peu à Fortiche, mais avant, qu'est-ce que tu as donc fait pour en arriver là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, écoutez, j'ai fait l'ESMA Toulouse de 2010 à 2014. Donc j'avais fait une mise à niveau en art appliqué parce que j'ai fait un bac éco nomique et social qui ne permet pas forcément d'accéder au métier de l'animation, mais comme j'ai grandi en Aveyron, j'avais pas forcément la possibilité de pouvoir bénéficier du bac art appliqué. Donc du coup, j'ai fait ce bac général que je regrette pas du tout. Et du coup, j'ai fait la mise à niveau sur Toulouse de 2010 à 2011. Et après, j'ai intégré le cycle professionnel d'animation que proposait l'école, qui était en 3 ans à l'époque. Je crois que maintenant, c'est passé en 4 voire 5 ans. C'est ça, je crois. Ouais. Et au cours duquel on fait un film de fin d'études à la fin d'année. Et c'est grâce à ce film de fin d'études que j'ai fait avec mes camarades qui s'appellent Amir Amiran 2014, donc il y a 11 ans maintenant, que j'ai eu mes premières offres d'emploi chez Framestore et chez Timto. Donc j'ai eu les offres qui sont tombées le lendemain du jury professionnel qui vient à l'école. Et comme ça s'enchevêtrait plutôt bien, c'est-à-dire que Timto me proposait de travailler de janvier jusqu'à juin 2015. Et après, j'avais une offre d'emploi de Framestore qui arrivait sur juillet 2015. J'ai pu enchaîner les 2 studios. Génial, avec un mois de vacances. Pas vraiment, non. J'avais 2 semaines, quoi. J'ai négocié pour partir un petit peu plus tôt de chez Timto et comme ça a démarré un petit peu plus tard chez Framestore. Voilà, ça a permis de planifier le déménagement, ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai passé 3 ans à peu près à Londres où j'ai eu l'opportunité de travailler sur, je crois que c'est 7 ou 8 films de VFX. En 3 ans ? Donc, ouais, ça va très vite. Ça va très vite parce que en VFX, la manière dont le travail est fait, il est très régulièrement splitté entre plusieurs studios, c'est-à-dire que souvent les studios vont s'occuper de certaines séquences et les séquences sont réparties par rapport aux assets. Donc par exemple, je travaille sur les Gardiens de la Galaxie 2, quand on était chez Framestore, on s'occupait de toutes les scènes qui étaient l'introduction et toutes les scènes qui étaient à l'intérieur du vaisseau ou les courses-poursuites spatiales, là où Eta s'occupait de la fin avec l'environnement sur la dernière planète. Et il y avait Trickster, il me semble, qui s'occupait des séquences un peu plus courtes qui étaient dans les bois, notamment quand ils font un feu de camp, etc. et qui sont attaqués. Et c'était les 3 studios major sur le projet. Et ça marche comme ça. Donc, selon les séquences, la grosseur des séquences, le nombre de shots, on va travailler plus ou moins longtemps sur des projets. Et ça dépend aussi de la nécessité des projets. C'est-à-dire, s'il n'y a pas beaucoup d'animation, on va pas passer beaucoup de temps. Par exemple, j'ai été sur Insaisissable 2, Now You See Me Too, en anglais, avec un accent délicieux. Et t'as passé des années à Ah bah oui. Non, mais je peux prendre l'accent, mais je sais pas, ça fait un peu bon. Ouais, en France, on a du mal avec ça. Ouais. Et par exemple, là, j'ai fait 3 plans.
Voilà, tu vois, donc il n'y avait pas forcément la nécessité. Courts, exactement, il y avait mettre plein d'oiseaux, peut-être intégrer un petit peu de foule, faire du face replacement, c'est-à-dire que c'était pas Mark Ruffalo qui se battait. Quoi ? Donc c'était un cascadeur, il fallait remettre son visage, mais qui était complètement blurré, que tu voyais pas, mais il fallait y passer des jours et des semaines dessus quand même. Donc ça dépend des projets. Et par exemple, La Belle et la Bête, Paddington 2, c'est des projets où moi j'ai passé entre 8 et 9 mois dessus. Les Gardiens de la Galaxie, c'est pareil. Et après, Doctor Strange, j'ai passé que 2 mois et demi dessus. Now You See Me 2, pareil. Et puis sur la fin, Mowgli, j'ai fait d'Andy Serkis, j'ai fait 6 mois dessus. Et j'ai oublié le magnifique Geostorm, voilà, qui est le... Je connais pas. Tu connais pas avec GG, avec Gérard Butler. Ouais, ah ouais, une petite pépite. Putain, ça peut être un petit plaisir coupable. C'est le film du dimanche. Ouais, du deuxième partie de soirée, quoi. Tu vois, c'est. Alors, pour la petite histoire, moi, c'est le seul film que je suis allé voir en 4DX. Parce que ça sortait, la 4DX commençait à arriver. Ah oui, d'accord, et cette période-là. J'avais un autre podcast qui s'appelait Multifocus. Et pour tester, pour Multifocus, on était allé voir avec mon camarade Rémi, on était allé voir Geostorm en 4DX. Incroyable. J'avais l'impression d'être au Futuroscope et c'était voilà, à un moment il y a une fusée qui décolle et il y a 2 proutes de fumée de chaque côté de l'écran, ça n'avait aucun sens. On s'est pris de l'eau dans la gueule, je me suis déplacé une lombaire, enfin c'est bref. Ça fait cher la séance pour Geostorm, ça, je le conçois. Si c'était un bon film, un truc, mais là c'était, enfin voilà, c'était bref, voilà. Ça existe encore la 4DX aujourd'hui? Oui, oh là là, mon Dieu. Il doit y avoir très peu de salles quand même, hein. Il y en a. Il y en a, en général, dans les multiplex, il y en a toujours une. Hein. Ok. Ouais. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Bon, et donc du coup, et après tout ça... Mais ouais, après Framestore, du coup, je suis revenu en France. Et je suis revenu sur Toulouse, chez TAT Studio, où j'ai participé à leur 2e long métrage qui s'appelle Terra Willy. Donc là, du coup, c'était pas du tout le même type de projet. J'étais assez habitué au VFX. Là, j'arrivais sur quelque chose qui était de l'ordre du feature anime, mais à très petit budget. Donc, on était une équipe très petite avec beaucoup de quotas par jour. Donc, c'est vrai que j'ai dû avoir un petit temps d'adaptation pour me mettre au pas. Mais ça a été aussi une très bonne expérience parce que du coup ça te permet de te remettre pas forcément en question, mais aussi de te confronter à une nouvelle approche, à des nouvelles attentes, parce que c'est vrai qu'avec le temps chez Framestore, même si 3 ans c'est pas énorme, ça m'avait permis de rentrer en confiance avec ce soit l'équipe de lead, de superviseurs que je connaissais bien et dont je connaissais les attentes, puisqu'au final tu es toujours dans quelque chose d'assez photoréaliste, très réaliste qui est attendu, quoi que tu animes en fait, même s'il y a beaucoup de choses à chercher, tu connais la finalité. Là, c'est vrai que c'était une autre approche. Et revenir aussi dans un studio qui était beaucoup plus à taille humaine, familial aussi. Donc, tu vois, comme anecdote, le matin, tu avais les boss qui passent, qui font la bise à tout le monde pour dire bonjour à tout le monde. Tu vois, il y a un côté aussi quand même assez agréable. Framestore, il passe pas. Framestore, il passe pas trop, non. Et c'est à l'époque, quand j'étais dans les anciens buildings, là, avant qu'ils déménagent. Donc, ils ont déménagé au moment où moi, je suis parti. C'est vrai que c'était un petit peu impersonnel, les locaux, quoi. C'est vrai que parfois, quand tu rentrais dans les locaux chez Framestore, tu te disais... ah ouais, c'est là qu'on fait ces gros films, tout ça et tout. Ça fait un peu... ça pouvait faire un peu cheapos, quoi. Mais c'était comme ça, quoi. C'était dans le vieux Londres, c'était hyper agréable, en plein Soho Square. Enfin, c'était quand même de très belles années, quoi. C'est une super expérience, mais c'est très très demandeur, les VFX. Peut-être qu'on reviendra dessus ou pas sur les différents trucs, mais ouais. Moi, je me le garde pour le CG Beers, le passage d'un type de boîte à une autre. Un petit teasing pour le CG Beers. Pour ceux qui avaient oublié, il y aura une 2e émission après qui est réservée à nos patriobipèdes, le CG Beers. Et je pense que ça, c'est un des sujets un peu annexes parce que là, moi, j'aimerais bien parler avec toi de l'animation et d'un point de vue plus large avec tous les gens, etc. Ouais, bien sûr. Mais ce truc-là, moi, je sais que j'en parle beaucoup en ce moment on est dans des métiers qui demandent beaucoup de se remettre très fortement en question, surtout si tu changes de type de projet, tu vois, de VFX, d'anime, de CG, de jeux vidéo, de machin, de pub, c'est vraiment des manières de fonctionner très différentes, etc. Donc j'espère qu'on en parlera dans le CG bien. Ouais, carrément. Et donc là, t'es encore animateur. Je suis toujours animateur. Et là, TAT, on finit octobre 2018. Je postule sur Paris, du coup, donc chez Illum et Unit pour ne pas les nommer. Mais
Voilà, sans connaître vraiment Fortiche en fait. Je savais qu'en revenant en France, il fallait passer par Paris parce que tout était centralisé, hein. On est quand même période pré-Covid pour tous les jeunes qui n'étaient pas professionnels à cette époque-là. Voilà, tout se passait sur Paris, il n'y avait pas trop le choix, même si aujourd'hui ça change un petit peu, mais ça reste toujours un peu le cas. Et donc je monte sur Paris, sur 2-3 jours, il y avait une soirée de recrutement Illum où je vais pour le marketing, mais j'arrive grâce à des amis à me faufiler au truc de film pour voir les gens concernés, pour essayer d'aller en film. Ça se passe plutôt bien. Pareil, chez Unit, ça se passe très bien aussi. J'étais aussi vachement... C'était assez stimulant aussi, je trouvais, parce que du coup, j'étais allé dans le studio forcément, donc de voir les projets. Puis à un moment, ils ont toujours fait des clips super, mais là, ils étaient vraiment dans une espèce d'émulsion où c'était très très cool. Donc, j'étais vraiment très attiré par le studio. Et en fait, quand je suis sur Paris, j'en avais parlé à des amis qui, eux, m'ont glissé Fortiche, il faut que tu ailles voir Fortiche. Ils sont en train de faire une série là actuellement. Ils vont recruter, c'est un truc qualité film, c'est hyper cool. Ils font une soirée de recrutement dans 2 semaines. Je fais, mais dans 2 semaines, je peux pas être là et tout. Comment faire Du coup, j'essaye de contacter les recruteurs, de passer par le site officiel, tout ça. Et en fait, je vois l'événement sur Facebook. Et sur Facebook, j'envoie un message sur Facebook. Ouais, je la raconte toujours. C'est vrai que l'anecdote, elle est marrante, mais je me vois encore. Je sais pas si je suis pas en train de descendre un peu les buttes Montmartre avec ma sœur, un truc comme ça, ou parce qu'elle était sur Paris étudiante. Ou je revenais, je crois, de l'entretien de Unit. Ils étaient vers Ménilmontant, c'est ça, il me semble. Et j'envoie le message sur Facebook et je reçois une réponse en fait. Et c'était je sais pas, je vais dire une bêtise, mais c'était le mardi soir et j'en partais le mercredi matin en train. Et je reçois une réponse, on va transmettre au directeur d'anime, tout ça quoi. Je suis ok, très cool. Le lendemain, je suis dans la chambre d'étudiante de ma sœur, je prépare ma valise et tout, j'ai pas de réponse. Je sors de la douche et là, paf, le téléphone il sonne. Ouais, Martial, est-ce que tu peux passer au studio là à 10h30 Et du coup, je fais ouais, c'est bon. Je regarde vite fait sur Google Maps et en fait, c'était, je crois, 20 minutes à pied. Ma soeur était à la place de Clichy. Le studio était encore à la Marc-Colincourt à l'époque. Et du coup, j'y vais, je me pointe avec ma petite valise, tout ça, et c'est là que j'ai rencontré Bart et on a eu un entretien d'1 heure, qui était Bart Monori, qui était le directeur d'animation sur la saison 1. Et qui est maintenant co-réalisateur de la saison 2 et qui est creative director maintenant chez Fortiche. Il est sur le développement des projets avec Pascal Charrue, Arnaud Delors notamment et Jérôme Combe. Et donc là, on discute pendant 1 heure, il me montre les séquences, je vois un petit peu ce qui a été fait sur le pilote. Là, il y a le pilote qui est sorti déjà. Enfin, c'était le moment de pause en fait. C'était la pause avant que ça réattaque. Du coup, on en discute un moment. Et j'avoue que, on reviendra un peu plus tard, mais moi j'aime beaucoup le poly, j'aime beaucoup pousser les plans, aller très très loin. Et j'avais eu cette petite frustration en passant du VFX sur le feature. C'était de pas avoir le temps de pouvoir aller aussi loin que je voulais sur les plans, même si je suis content des plans qui sont sortis tout sur le film. Du coup, je voulais aller vraiment plus loin et je cherchais un studio qui cherchait à pousser les trucs. Donc c'est vrai que c'était pour ça que quand j'étais allé chez Unit et Illum pour les entretiens, je me disais ça peut correspondre. Et je voyais vachement le potentiel. Je voyais que les plans n'étaient pas encore polis sur le pilote jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y avait encore des petites choses à amener et tout. Mais en même temps, le challenge, il était assez ouf, quoi. En fait, il y avait une sensibilité dans les intentions, dans le graphisme, dans les visuels, la cinématographie, et surtout la cinématographie, quand j'ai vu les séquences, le côté cinéma, quoi. C'était une série, mais c'était le côté cinéma. Et en fait, ça, tu fais, ah ouais. Donc là, on raconte un truc. Et même si à Londres, j'ai pu pousser mes shots de ouf, la majorité des projets sur lesquels j'ai bossé, les films, ils sont assez moyen, voire parfois mauvais, et c'est très frustrant de t'investir énormément sur un truc. C'est la très belle période de Fortiche où t'as dans la même année le pilote, mais celui-là il était caché aux yeux du public, mais derrière t'as Rise et Kedie qui tombent. Exactement. Qui sont des trucs où on n'a jamais vu des clips à l'époque en tout cas poussés à ce point-là dans l'anime, dans la réal, même le truc de Rise c'est un truc pour les Worlds il me semble, enfin il y a des joueurs de LoL dedans et tout, mais c'est fait avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de talent et avec toute la techno finalement qui va servir derrière.
Et on mettra les les FX refs, 2D, tout ça, machin. voilà, Bien on sûr. mettra les Ça, refs ouais. Bien entendu. dans les notes de l'émission. Et juste Bon. l'argument qui fait décider tout. Ouais, on enchaîne après. Parce que, Vas-y. si Oui, on parce que- commence aussi long sur la première question, j'en ai Ouais. sortir. Et puis qu'après, on sait que voilà, après c'est Ouais. Fortiche, Arcane, saison Ouais, 1, saison 2, c'est tout ça, quoi. Mais c'est quand on discute à déclencheur, l'entretien, c'est Bart, il m'a dit, écoute, nous c'est sûr, on pourra jamais avoir le niveau de polish et de détail comme un studio comme Illum par rapport aux ambitions là du projet actuellement. Ça reste une Mais série. ouais, ça reste une Elle a beau série, être même très si on a polish, énormément de temps pour la faire comparativement à n'importe quelle autre série. Mm. Mais par contre, ça n'a jamais été fait. Voilà. C'est pas une suite, c'est pas un 2, c'est pas un 3. C'est quelque chose qui est nouveau. Peut-être on va se viander, peut-être que ça va être un gros raté, mais on essaye de raconter quelque chose. Je pense que Et ça a été vraiment l'argument. Je me suis dit, ok. Ouais, mais tu vois, j'ai eu la même chose. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'était pour un autre poste, parce que c'était plus de la supervision technique. Mais il y a eu ce truc où, sortant de la bouche de ce mec-là en plus, tu sais ce qu'il a fait avant, quoi. Et Il a c'est fait quoi, pas, ce type-là c'est pas un marketeur. Pareil, il a fait un peu le même genre de pas mal de films VFX avant. Ouais, il a fait, je crois, 5-6 ans chez Framestore. Il a fait aussi quelques années chez Weta. Il était passait par passé à Guff Illum, aussi. Micros. Voilà. Et il a eu il a été de Harry Potter jusqu'aux les premiers Astérix, les Signes, enfin tout. Il était sur tous les premiers un petit peu. Il n'était pas sur les suites. Donc, pour qu'un mec comme ça te dise ça a jamais été fait, c'est pas un marketeur qui te vend un truc, tu vois. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de projets différents. Et t'es là, puis en plus, fallait le vendre, hein. Faut se rappeler que c'était une série de jeux vidéo, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens À qui voulaient l'époque, pas c'était venir. Hein. hyper. Parce que c'était. Parce que c'était une ça venait série. du jeu vidéo. Mais parce qu'il Ah y a oui, quand même- parce que c'est une série. Ouais, parce qu'il y a cet imaginaire dans l'animation que le Graal ultime, c'est le film. Parce que forcément, la majorité des gens qui travaillent aussi dans ce métier-là, c'est des passionnés de cinéma, c'est des cinéphiles, certains très avertis. Donc il y a aussi la consécration de pouvoir aller voir ce sur quoi tu as travaillé en salle, de voir la réaction des gens, etc. Quand tu es sur une série, t'as pas ça. Et la série aussi, dans l'animation, de manière générale, de toute façon, l'animation est faite pour les enfants. C'est ce que nous a inculqué un petit peu les Américains, pour pas les citer. Et du coup, il y a ce truc-là de se dire, la série, c'est pour les enfants, donc c'est beaucoup de quotas, donc c'est pas de la qualité, on raconte pas grand-chose. Alors que là, c'est de la quantité plus que de la qualité. C'est ça. Voilà, ouais. Et en Du plus, coup, adapté de jeux vidéo. Ouais. Ça aussi, c'est un Ouais, cliché, exactement, tu vois. c'est vrai. À l'époque, surtout. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais faut se dire qu'en 2018, les adaptations de jeux vidéo, c'est Dragon Ball, enfin d'animé ou de jeux vidéo, parce que c'est un peu les deux mélangés finalement. C'est Dragon Ball Evolution, c'est Resident Evil, tu vois, c'est des trucs Silent Hill au cinéma en tout cas. Quand même. Ou c'était pas dégueu. Merde. C'était pas dégueu, mais quand même. Puis c'est pas de la CG aussi, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en souvent en anime. Final Fantasy, quoi. La CG par excellence à l'époque. Mais bon, bref. Bon, alors attaquons un petit peu le sujet central. Vas-y. Parce que je ne vous imagine, vous ne vous imaginez même pas derrière vos écouteurs la fébrilité qu'a mon petit Néo, parce qu'il a en face de lui un animateur, bordel. Ça y est. On est majoritaire. Alors, il a une liste de questions. Ça fait quoi d'avoir deux princesses devant soi? Non, mais je voulais du coup, comme tu as eu un peu la chance d'avoir les trois postes principaux, on va dire, tu as été animateur, tu as été lead et tu as été sup. Et donc, essayer de parcourir un petit peu ces trois philosophies de l'approche de l'anime, tu vois, et de voir un peu, déjà, par exemple, quand tu es animateur, toi, qu'est-ce que tu préconisais? C'était plutôt regarder les boards en premier, aller voir, faire de l'observation, faire des crowbars, faire de la ref, demander à son lead. Est-ce qu'il y a quand même une manière un peu plus opti, on va dire, ou un peu plus agréable de procéder quand tu es juste animateur déjà et que soit tu démarres pas d'ailleurs en vrai, parce que du coup tu as été aussi animateur alors que tu as été superviseur, donc tu vois, je pense que ça a dû évoluer avec le temps. Voilà, comment tu le vois à ce poste-là? Est-ce que tu as une recette déjà pour commencer en vrai? Alors, il y a un truc que je dis souvent, d'ailleurs, que je sois lead ou superviseur avec les artistes qui peuvent être dans mon équipe, c'est qu'il n'y a jamais une seule bonne manière de faire les choses. C'est-à-dire qu'on a toujours plusieurs approches et on peut arriver, pas forcément à la même finalité, mais à raconter ce qu'on veut dans le plan. Il n'y a pas une seule bonne façon de le faire. C'est juste de trouver une interprétation qui est juste, en fait, et sincère. Donc moi, je dirais qu'il y a
pas une bonne méthode, il faut que la méthode elle corresponde au profil et à la personne. Ça dépend aussi du background que tu peux avoir, ta sensibilité déjà en tant qu'animateur, artiste entre guillemets, puisque on dit artiste aussi. Moi, je dessine mal. Je dessine pas très bien. D'ailleurs, c'est un peu un running gag quand je donne des retours. C'est vrai, c'est quand même des bonhommes assez déroutants, mais les artistes comprennent toujours ce que ça veut dire, donc c'est quand même cool. C'est quand même cool. Mais oui, comparativement, par exemple, à un Bart qui dessine de fou et qui te donne des retakes comme ça en 2-2, hop, il te fait une anime 2D. Moi, c'est pas du tout le cas. Donc, j'ai dû c'est pas compenser, mais trouver une autre approche. Et cette approche, pour moi, c'est les références. Donc, ça nous avait été un peu vite fait proposé, je me souviens, quand j'étais étudiant, par notre enseignant de scénario et pas nos profs d'anime. Okay. Donc, de chercher des refs, effectivement, mais pas de se filmer soi-même vraiment. C'était vraiment le prof de scénar qui nous avait mis face à ça. Alors, j'étais vraiment pas à l'aise. À l'époque, j'étais vraiment très, très nul. Mais en dernière année, ça m'a vachement aidé parce que j'ai continué à faire ça, notamment au début pour l'anime 2D. Parce que comme je suis pas bon en dessin, j'ai du mal à garder mes proportions, etc. J'ai commencé à faire pas mal de refs, à analyser les mouvements. Et du coup, j'avais pas forcément des dessins qui étaient très justes, mais j'avais un mouvement qui était correct ou naturel ou qui marchait bien. Donc ça me permettait d'avoir des notes qui étaient plutôt pas mal, comparativement aux premières années où en 2D on faisait que des turnarounds, des trucs comme ça et tout. Les persos étaient dégueulasses, c'était une catastrophe. Donc j'étais passé, je me souviens de dernier à un peu plus haut dans la classe. Mais du coup, moi, mon approche, elle est là, elle est sur la référence, me filmer. Et surtout, j'ai mangé quand j'étais jeune, ado et étudiant. Vraiment, il y a eu une période où j'ai mangé beaucoup de films. Je regardais énormément de films. Et je pense que j'ai géré du live. De l'anime, du live. Beaucoup de live. Après, je regardais aussi ce qui faisait en anime. Mais je regardais énormément de live. Donc, j'ai mangé beaucoup d'interprétations d'acteurs qui me touchaient, d'essayer d'analyser pourquoi ça marchait, pourquoi ça fonctionnait, pourquoi l'émotion, elle était juste, etc. Et après, je le faisais aussi avec les films d'anime où je faisais du frame par frame pour étudier comment les gars ou les filles, mais faisaient des tricks, en fait, venaient chercher ces petits trucs d'animation pour amener ce petit truc sympa dans les shots, quoi. Donc, comment ils jouaient sur les stretch and squash, comment ils jouaient sur les smears, les trucs comme ça. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à étudier là-dessus. Mais de l'observation, finalement. Mais beaucoup d'observation, en fait. Si je peux me permettre, ça passe aussi par la caméra. Oui, le layout, c'est important. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais dans l'approche, quand je prends le plan, qu'on va me briefer. Deux disciplines complémentaires de toute façon. Exactement. La cinématographie, layout permet d'exceller l'animation et inversement. Enfin, je veux dire. Mais on va y revenir parce que c'est très important. Mais c'est très important. Tu restes. Je reste. C'est juste, je parle de l'approche vraiment d'animation, comment j'approche le shot purement anime. Par contre, effectivement, sur les premières étapes, le premier truc à faire, c'est mater le board, mater le layout. Nous, notre travail d'animateur, c'est pas de réinventer ce qui a été mis en place avant. Le but, c'est de, entre guillemets, magnifier ce qui a été posé. Il y a un cadrage qui a été voulu, que ce soit par la réal, donc on doit respecter ça. Donc il faut trouver après l'acting ou la body mecha qui fonctionne avec ça. Mais c'est la base. Et d'ailleurs, chez Fortiche, on a toujours dit, sur Arcane notamment, le board fait foi, quoi. Donc on s'est toujours énormément basé sur le board, sur la qualité du board, sur ce qu'il racontait. Et après, comme pouvait nous le dire le board, parfois il y a des personnages qui ont eu du mal à appréhender parce que c'était des nouveaux persos, parce qu'il y avait cette direction-là, et puis quand ça évolue au fur et à mesure des épisodes, les réals ou les showrunners, ils te disent en fait on aimerait prendre une autre direction. Donc là, en tant qu'animateur, tu vas t'impliquer beaucoup plus et essayer de chercher une autre approche, un autre acting sur le perso. Mais la base, c'est toujours respecter le taf de ceux qui viennent en amont, parce qu'en fait, ça reste un travail collectif, collaboratif, et on n'est pas là pour faire tout ce qu'on veut non plus. Donc c'est pas notre projet, on travaille aussi pour des gens, donc il y a des attentes là-dessus, quoi. Mais du coup, beaucoup d'observation et de la référence et de jouer et d'explorer aussi ses propres émotions pour comprendre comment les mettre en scène, quoi. Est-ce que tu as fait des cours est-ce que les animateurs prennent des cours de théâtre ou d'interprétation, de trucs comme ça, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se filmer en train de faire quelque chose de naturel, surtout si tu dois le refaire, surtout si t'es imposé par rapport à un cadrage, par rapport à une émotion, par rapport à un truc. Si tu dois animer, je sais pas, un personnage. Tout le monde peut pas jouer Jinx.
Voilà, c'est ça. Non, mais Jinx, alors ouais, que voilà, que t'es une espèce de Golgoth, enfin, tu vois, que tu vas être un rugbyman qui va faire Jinx, tu vois. Comment est-ce que tu t'intègres le personnage pour le filmer et du coup pour l'animer? Ouais, il y a plein de questions là-dedans et je vais essayer de toutes d'y répondre à toutes. Non, et ça, je pense que c'est un point qui est vraiment peut-être à mettre en avant pour les écoles. Surtout, maintenant, les écoles, elles proposent des formations sur 5 ans, voire même plus, avec des années de spécialisation pour ceux qui veulent partir en anime, ceux qui veulent partir en rendu, en FX, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc à intégrer. C'est qu'aujourd'hui, dans les films d'animation et l'animation en général, on va de plus en plus vers un degré de performance quand même dans l'acting qui est assez poussé. Même, je sais pas, on peut parler ne serait-ce là que de K-pop Demon Hunters, là, qui a fait une espèce de carton énorme, qui est très cool jusqu'à 60% du film. Et à la fin, elle est un peu... Bon, ouais, bref, c'est pas grave. Mais le film, ouais, l'approche et tout, ça demande quand même d'appréhender l'acting coréen, etc. et tout. Donc, je présume qu'ils ont dû énormément discuter en studio, ils ont dû avoir des intervenants, etc. Tout ça, il y a une approche graphique. Même donc, en fait, que tu vois des gens qui ont fait des plans, ils ont surjoué, enfin, ils jouaient vraiment à fond, quoi. C'est pas... Du coup, c'est quelque chose qui manque, je pense, dans la formation d'animation. Et après, je sais pas si ça vient aussi... Le côté apprendre à interpréter. Ouais, après, on n'est pas acteur, mais ça aide tellement que, en fait, c'est assez important pour aller chercher de la subtilité, du détail, de la finesse, des choses auxquelles on pense pas. On peut très bien animer sans référence, il y en a qui le font très bien, et il y a des styles qui se prêtent à ça, bien évidemment. Mais la référence, ça peut toujours être un support qui t'aide aussi à explorer rapidement beaucoup d'idées sans avoir à les animer. Parce que si tu veux faire 50 fois une version de ton shot différente, ça va te prendre des mois. Alors que les rêves, tu peux en faire 50, tu peux demander à des collègues. D'ailleurs, dès que les collègues sont à l'aise, hop, tu viens les choper, tu peux m'aider, hop, on fait plusieurs takes, on met tout à plat. À ta place, exactement. Toi, tu fais la rêve, un collègue fait la rêve, puis un autre le fait, et puis après, tu regardes, tu fais ah ouais, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Je vais prendre le bras ça va me nourrir. Et... Non, mais des passages, et ça va te nourrir, et tu te dis ah, et si j'essayais de m'embarquer un peu plus là-dedans. En fait, c'est d'essayer de voir et d'explorer. Et je pense que ça serait très cool d'avoir cette formation-là. Non, les animateurs n'ont pas cette formation. Certains ont eu fait du théâtre parce que par envie, par goût, etc. Mais moi, je pense que ça serait bénéfique. Et c'est des choses qu'on discute aussi, de voir comment, voilà, peut-être, tu vois, de faire venir des intervenants, des choses comme ça. Ouais. C'est de voir comment faire évoluer les choses, mais en tout cas, ouais, même moi personnellement, c'est un truc que je me dis, ouais, ça serait cool de peut-être un jour prendre le temps de faire une formation comme ça aussi, quoi. Mais je vais relier ça à une autre question que je voulais te poser parce que ça, je pense que ça le rejoint un petit peu. En anime, on entend souvent quand même que les gens ont un syndrome de l'imposteur. Et du coup, pour moi, ça rejoint un petit peu aussi ce truc de mais non, je vais pas me foutre devant une caméra et me filmer. Qu'est-ce que... Et en fait, comment dire est-ce que tu penses qu'il faut aussi à un moment donné savoir lâcher l'affaire, tu vois, et juste y aller, que ce soit dans la ref ou même dans un plan en lui-même, tu vois, ou est-ce qu'en fait, bah ouais, non, c'est jamais fini en fait. C'est parce que c'est un peu le souci. Moi, je me souviens aussi quand on faisait les refs ici sur Arcane, tu sais, t'es devant ta cam et tu fais une prise, 2 prises, 3 prises, 4, 5, 6, 12, 15, 20, et tu sors pas de la salle et t'as l'impression de pas avoir avancé finalement. Et t'avais une lead qui était là, elle faisait 3 prises, elle disait non, et moi j'en fais pas plus de 3 parce que sinon après je boucle en fait et ça sert plus à rien, je reviens quand je suis plus fraîche. Et puis donc voilà, voilà, par rapport à ça, c'est que ce soit dans la ref ou dans l'animation, le syndrome de l'imposteur, lui, comment tu le vois souvent le syndrome de l'imposteur, de ce que je le vois par rapport à des artistes que j'ai côtoyés, c'est la sensation de jamais être à la hauteur des attentes sur la qualité d'un shot, par exemple. Souvent on va valider un plan et tout, on va dire bah là il est super cool, c'est très bien et tout, ouais, mais là je pense que je suis pas à la hauteur, le plan il est pas au niveau, etc. Je suis si il est au niveau, il est vraiment super bien le plan. Ouais, mais non. Après c'est une envie ouais, c'est une envie de faire bien, de faire très bien en fait. C'est pas forcément l'envie d'exceller, c'est juste que les gens sont passionnés, ils ont envie de donner le meilleur et ils veulent être aussi fiers de ce qu'ils font. Et après, ce qui est difficile, ce syndrome, il existe aussi, je pense, parce qu'en animation, on passe très longtemps sur les plans quand on est sur des
projet qui nécessite beaucoup de polish, on va passer beaucoup de temps sur les plans. Et donc du coup, il y a un épuisement qui se crée au fur et à mesure du plan. Il y a un manque de recul sur le plan, il y a un manque de visibilité. Parfois, il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de retakes, etc. Et donc, tu peux parfois te sentir un peu dépossédé de ton plan. Tu peux avoir l'impression que t'es pas allé au bout de là où tu aurais dû aller. À la fin, si c'est validé, c'est que quand même, il y a la qualité, on va dire, minimale qui est atteinte. Et la qualité minimale, elle est quand même déjà très haute dans les attentes. Donc après, là-dessus, il y a différents trucs parce que il y a aussi l'artiste qui peut être en difficulté parce que le plan est un gros challenge. Et à ce moment-là, il faut venir l'accompagner, l'aider, donc faire plus d'allers-retours, être plus dans l'accompagnement, pas hésiter à aller dans la scène parce que parfois ça peut être aussi des blocages d'une approche ou d'une mise en place technique, par exemple dans le personnage, le rig, dans le rig ou d'utiliser parfois plein de contraintes ou d'avoir ces axes qui sont un peu fuckés, désolé. Et il y a des choses comme ça qui font qu'après, une retake qui peut paraître simple sur le papier quand nous on la donne, peut devenir une montagne. Parce qu'après aussi, l'artiste, il est tellement investi, tellement dans son plan qu'il sait que s'il touche ça, ça va impacter ça et ça. Et que quand toi t'es extérieur, en fait, tu rentres dans le plan en 5-10 minutes, comme il n'y a pas l'affect. Vu que c'est pas toi qui as fait le plan, il n'y a pas l'affect. Il n'y a pas le côté nez dans le guidon. Exactement. Et du coup, en 5-10 minutes, parfois, je dis ça, parfois ça nous prend quelques heures quand même, tu peux fixer un truc en fait. Et ça permet aussi, de suite d'amener du recul sur le plan à l'artiste. Et il se dit, ah mais oui, en fait, ok, c'était ça. Parce que parfois, la retake, soit elle peut pas paraître claire, soit la manière dont on le dit, c'est pas la manière dont les gens l'interprètent aussi. Donc c'est toujours arriver à trouver le bon dialogue aussi entre la supervision et l'artiste. Ah, c'était aussi simple. Oui, entre guillemets. Et après, sur les refs, comme je le disais, moi, j'étais vraiment naze au début. J'étais vraiment très mauvais. J'avais vraiment mes refs d'étudiants au début et tout, c'était pas beau à voir. Mais en fait, le fait de les faire, pareil, je regardais encore récemment les refs que j'avais fait chez Framestore. Et il y en avait quelques-unes, je me disais, voilà, qu'est-ce que c'est mal joué. En plus, on n'avait pas de salle de ref, donc j'allais dans les escaliers d'évacuation, je me filmais. C'était un truc hyper compliqué, il fallait télécharger le son, mais on n'avait pas les droits d'upload. C'était hyper protégé, donc on se retrouvait à faire des micmacs de fou pour pouvoir se filmer. Et après, je me suis rendu compte que sur la fin, là, sur les derniers projets, j'avais vraiment progressé. Et là, chez Fortiche, en 6 ans d'Arcane, même si sur la saison 2 j'ai quasiment pas animé, j'ai parfois aidé des artistes à faire des refs, ou on a parfois fait à plusieurs, etc. Et on a tellement bouffé du shot, tellement bouffé de différentes émotions, de différents personnages, différentes attitudes, qu'en fait on a tous vachement progressé. Et il y a des gens qui sont arrivés chez Fortiche qui n'appliquaient pas cette méthode. Il y avait peu de gens qui appliquaient cette méthode, et il y en a qui s'y sont vraiment mis. Et en fait, ça leur a pris peut-être 3-4 ans parfois. Et sauf qu'à la fin, il y a une sensibilité et tout, il y a une finesse dans les refs et tu fais ah ouais. En fait, ça se travaille. Ouf, quoi. Mais ça se travaille en fait. C'est juste un travail. C'est sûr que c'est comme j'en sais rien. Si on se met au tir à l'arc, on va tirer à 100 mètres, on va se dire si je vise pas le centre, j'arrête de suite. Non, tu peux pas. Tu vas courir et tu dis si je fais pas mes 10 km là en moins de 45 minutes là, moi j'arrête de courir, ça sert à rien. Alors qu'au bout d'1,5 km, tu vas t'arrêter parce que t'es déjà épuisé. Non, c'est un travail et ça se travaille. Et en fait, ça fait partie du travail aussi. Et ça, parfois, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à comprendre quand les gens n'ont pas forcément cette sensibilité. Donc après, tu t'adaptes. C'est-à-dire, tu peux dire, quelqu'un peut faire la ref, peut-être qu'on peut passer autrement et tout. On essaie de toujours trouver un moyen de pouvoir avancer. Mais la ref, ça permet d'avoir une première discussion, en tout cas, sur la direction du plan et d'avoir déjà une visibilité, un pré-bloc. C'est-à-dire que comme ça, quand on voit le bloc, on sait déjà à peu près ce qu'on va voir, entre guillemets. Et on va retravailler juste le graphisme, les posings, la composition et tout. Mais on sait à peu près l'acting ou la méca qui sera là, quoi. Même s'il y a toujours du travail en soi, ça permet... Les timings, etc. Exactement. À peu près. Ouais. Vas-y. Alors, parce que tu parles de justement par rapport à des plans, à de la technique et à, en gros, la progression et la courbe de progression de manière pédagogique. Mais moi, c'est au niveau stylistique. Le directeur d'anime est censé impulser un style, parce que chaque animation, enfin chaque film d'anime ou chaque série, et d'autant plus
Arcane et d'autres, hein, on prend Arcane parce que voilà, mais il y a des styles d'animation, des manières de faire mouvoir les personnages qui doivent être en général les mêmes sur toute la série ou sur tout le film ou sur tout le... Comment est-ce que tu arrives en tant que directeur d'anime à lisser tout ça, enfin à ce que tout ça soit homogène entre des seniors et en passant du senior au junior. Alors le senior va, je suppose, engranger beaucoup plus facilement et avoir le truc beaucoup plus facilement, mais un junior qui sort d'école ou pas loin et qui croit tout savoir et qui au bout d'une semaine se dit je ne sais rien, pourquoi j'ai payé autant dans cette école de merde et du coup comment tu fais pour que ce soit homogène et faire passer ce style artistique? Et j'ai fini ma question. Bah, tu n'y arrives pas. Ok, merci. Non, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de temps. Et après, quand tu es vraiment impliqué dans le projet, toi, tu vois toujours un petit peu à la fin, toujours là on y est vraiment, là on y est à peu près, là on n'y est pas tout à fait, mais en fait dans le flow ça passe bien. T'es jamais complètement vraiment dans le style, et même quand tu revois des films et que tu revois des films d'animation, tu les revois, tu les adores, et puis au bout d'un moment tu fais putain, mais ce shot finalement il est un peu off par rapport au reste. Et celui-là au final mais là c'est pas très organique. Et en fait tu te rends compte que même dans les très très gros studios avec énormément de budget, tu fais toujours avec la sensibilité des artistes qui composent ton équipe. Et alors même et du moment aussi. Ouais, bien sûr. Même si tu vas essayer de drainer tout le monde dans la même direction, tu dois être un peu le phare, on va dire, entre guillemets. Mais tu dois dire, par exemple, il y a des shots qui peuvent être des shots références. Dire, là, paf, on a ce shot avec ce personnage. C'est ce que Bart, par exemple, faisait en saison 1. Il disait, là, on a eu ces nouveaux personnages et tout. Il y a la séquence qui a été faite par telle et telle équipe. Regardez-la, parce que là, par exemple, ces shots-là, on est vraiment dans le personnage, on est dans l'attitude, que ce soit corporel, que ce soit dans les expressions aussi, etc. Ça, c'est ce qu'ils vous demandaient à vous ou aux animateurs directement? Ça, en saison 1, c'est ce qu'ils nous demandaient à nous. À nous, tu me disais en tant qu'animateur, du coup. Animateur, ouais. En fait, on faisait au début de la saison avant qu'il y ait le Covid, parce qu'on a fait la saison 1 à moitié dans le Covid, on faisait des meetings, je crois que c'était mensuel, il y avait une fois avec toute la team, et du coup, ils faisaient un peu un état des lieux de l'avancement global, des séquences qui avaient été validées, etc. Et il parlait justement de ces séquences-là, et il a invité toute l'équipe d'anime à aller les regarder pour justement se mettre un petit peu au parfum pour ceux qui allaient animer ces persos après, quoi. Et la question, j'y reviens, parce que c'est toujours pareil, je digresse énormément. Et du coup, pour avoir l'homogénéité, c'est difficile. L'avantage qu'on a eu sur Arcane, c'est que c'est un long projet. Après, sur la saison 2, on était 4 sup. Donc, il y avait Rémi Thérault, Alexis Vaneroy. Et moi, j'étais en co-supervision à Paris avec Jean-Charles Gonin, vu qu'on avait 10 équipes. On était un petit peu plus nombreux. Et en fait, tu vas essayer de... Attends, là, je me perds, je me reprends parce que... C'était comment parce qu'en fait, tu fais des équipes. Déjà, dans les équipes, avec un lead, tu vas avoir 5 artistes. Donc déjà, tu essayes de mettre des profils juniors, mid et seniors dans chaque équipe. Et en soi, d'essayer de balancer, de mettre des profils qui sont assez à l'aise dans l'acting, des profils qui sont assez à l'aise dans la body mecha, des profils qui sont à l'aise sur les deux. Comme ça, chaque équipe peut normalement prétendre selon l'ordre de fabrication à n'importe quelle séquence et pouvoir les faire. Et ensuite, c'est pas le même accompagnement. C'est sûr que des juniors qui vont sortir d'école, tu vas prendre un temps de formation avec eux, tu vas prendre plus de temps, tu vas leur donner plus de retours, tu vas les inviter aussi à côtoyer plus leur lead, de demander plus de retours, de pas hésiter à montrer, etc. pour vraiment saisir toutes les subtilités des attentes en fait artistiques du show. Et après, pour les seniors, ça dépend, parce qu'il y a des seniors qui vont avoir une longue expérience dans un style, il y a des seniors qui vont avoir jumpé de studio tout le temps. Et donc, en fait, ça va pas forcément être aussi facile, même avec beaucoup d'années d'expérience, que d'arriver et de matcher à ce style-là, parce que ça peut être, ça doit te remettre en question sur des approches et des raccourcis que tu as dans ton animation. Dans tes habitudes, finalement. Et donc, en fait, finalement, la balance, elle se fait entre tous, quoi.
Un junior est plus malléable entre guillemets, alors qu'un senior peut être un peu plus rotor et avoir un pli et dire non, mais non, je te dis c'est comme ça qu'il faut. Après, ça peut être dans tous les profils, hein, ça dépend de la personnalité aussi, tu vois, ça dépend de la personnalité des gens. T'as déjà eu des juniors qui tenaient un peu plus tête que d'autres? C'est pas qui te tenaient tête, mais qui avaient un investissement et qui avaient une certaine vision, sur certains plans, de se dire non, moi je le vois vraiment comme ça et tout, et en fait parce que la personne, tu sens qu'elle est dans le plan, quoi. Elle est vraiment dans le personnage, tout ça, et tu fais je vois, là je vois, là peut-être pas, parce que c'est pas l'intention attendue, mais peut-être que là, effectivement, sur ce shot-là, comme tu me le présentes, t'as raison, et on y va, quoi. Il y a aussi les banques d'anime, les banques de pause, qui permettent aussi de d'aider tout le monde à quand même avoir le même appel sur le perso, d'avoir même si à chaque plan t'es obligé de faire des petites modifs, mais moi j'adore ce petit gif justement d'Alexis là qui montre la Jinx neutrale et puis la Jinx avec les petites modifs qui font que c'est quand même Jinx, tu vois, et ça paraît que dalle, mais en fait c'est aussi ça qui aide un peu à canaliser tout le monde. Là on est plus dans du posing, on n'est pas dans de l'anime, donc là c'est vrai que dans l'anime là t'es vraiment obligé toi par contre de pas tout d'un coup te mettre à animer du Disney, tu sais, avec des déformations dans tous les sens. Mais c'est un équilibre subtil, je trouve. Et d'ailleurs, Arcane en a été un assez gros exemple parce que beaucoup de gens ont dit quand c'est sorti, oh, c'est de la mocap. Mais non, c'est très, très, très animé. Et sauf que c'est animé très subtilement aussi, quoi. C'est pas non plus du squash dans tous les sens. C'est pas. Je pense que si c'était vraiment de la mocap, si on faisait vraiment un truc de mocap type Arcane, ça se verrait parce qu'en fait, il y a beaucoup de travail derrière. C'est parce qu'il y a une alliance entre le côté graphique dans les posings, etc., qu'on ne voit pas parce que c'est des persos qui sont bipèdes, qui sont humains. Donc en fait pour le spectateur ça se voit pas, mais en fait il y a un énorme travail de chaque animateur pour bien mettre les persos en pose, de revoir un petit peu les proportions, de trouver les bons angles par rapport au cadrage, de la lumière. Ouais, exactement, parce qu'en fait on a des il y a un gros travail de lumière, moi j'ai trouvé sur Arcane, qui mettait justement tout ça en valeur de manière très 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 jolie. Pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète, et juste de dire d'avoir comme le disait Néo. Je dis les pseudos. Un mouvement assez naturel et subtil, et c'est ça où la ref elle vient un peu là-dedans, et voilà quoi. Mais je voulais rebondir sur c'est un truc que tu as évoqué juste avant, qui est l'implication de l'animateur dans son shot. Comment en fait, on a connu beaucoup de gens qui ont du mal à dissocier justement, ils sont trop impliqués finalement, un peu trop. Comment tu dissocies justement ça? Parce que il y a un truc dans l'animation, mais dans beaucoup de métiers aussi, mais principalement dans l'animation, c'est encore plus prononcé. L'investissement, il t'est demandé en fait. Si tu veux atteindre un certain degré quand même d'émotion, de sincérité, trouver quelque chose de particulier, souvent on te demande d'aller jusque-là, d'aller jusqu'à t'imprégner du personnage. On a tous entendu des histoires de gens qui vont peut-être regarder parce qu'ils ont un plan où ils doivent faire pleurer un personnage, ils vont regarder 50 documentaires animaliers horribles où tu vois des trucs atroces pour se mettre dans un mood et tout. Sauf que des fois aussi à un moment donné t'es trop dedans et du coup t'arrives même plus à voir en fait ce qui va pas, et puis même pour te protéger aussi. Enfin, je sais qu'on en a déjà parlé tous les deux en off. Et comment tu dissocies un peu les deux? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour, en vrai, allier les deux, quoi? C'est-à-dire y aller quand même pour pouvoir atteindre quelque chose de spécifique, mais pas non plus donner corps et âme à chaque shot, quoi. Oui, puis avoir besoin de 15 ans de thérapie derrière. Oui, c'est ça. C'est vrai que déjà, quand même, Arcane, c'est aussi un succès parce que les gens se sont énormément investis dans le projet. Alors, les gens sont énormément investis dans le projet parce que c'est aussi rare, je pense, de bosser sur un projet qui te plaît et qui te parle aussi. Donc il y a presque un truc de se dire, parfois tu te dis peut-être que si j'avais pas bossé dessus j'aurais le plaisir de le découvrir. Et en même temps le fait d'avoir bossé dessus, tu vois, si quand même j'ai apporté ma pierre à l'édifice, et il y a eu cet investissement et il a été énorme parce qu'en fait le projet est tellement gros qu'en fait on attend aussi entre guillemets cette implication des artistes d'aller chercher des choses, parce qu'en fait on a une équipe tellement grosse qu'on peut penser en tant que super d'anime à des rêves de films, à des rêves de personnages, à du comics et tout, etc. Mais à un moment, quand t'es pris dans la roue de la prod et que tu dois gérer énormément de séquences, d'équipes, cross-département, t'as des réunions aussi structurelles et tout, et à un moment, t'as presque plus le temps, quoi. Et c'est vrai que les artistes, ils ont passé un temps fou, en fait, à compiler
beaucoup de refs, beaucoup d'idées et qui parfois nous soumettaient. On était là un peu. Ah ben ouais, vas-y. Tu vois, tu réfléchis on n'y avait pas pensé. Et ouais, ça, tu réfléchis, tu fais ah ouais, non, mais on n'avait pas du tout réfléchi à ça, donc vas-y. Et en même temps, ce truc-là, il peut avoir un autre pendant, c'est que les gens se surinvestissent et se sentent peut-être aussi se sentent surinvestis et se sentent trop attachés au projet. Et du coup, tu n'as plus de séparation entre le côté professionnel, privé, etc. Et en fait, ce qu'on leur disait, en tout cas certains, c'est ouais, mets-y du cœur, mais n'y mets pas ton âme en fait. Parce qu'à la fin, même si le projet, il compte pour toi, même si c'est un projet de ouf, qu'on est tous contents de travailler dessus, on fait un dessin animé. Il faut parfois se le rappeler, même si voilà, quand on est dans le cinéma, dans le truc et tout, etc., on fait un film d'animation. Ok, donc c'est sérieux, on a envie de bien faire. Et moi, j'aime qu'on pousse aussi beaucoup les trucs. Mais là, il faut step back un petit peu. Il faut prendre un peu de recul. Et on travaille pour les réals, qui travaillent pour des showrunners, qui travaillent pour une société qui a commandé aussi quand même le projet. Et en fait, c'est pas notre projet à nous. Donc parfois on se le dit, c'est notre projet, mais en fait, oui et non. Et ça, c'est très ambigu et c'est difficile. Ouais, c'est que tu t'es tout en train de naviguer entre les deux. Ouais, exactement. Et surtout chez les juniors. Moi, je me souviens quand j'étais en VFX, etc., je faisais des heures où on restait le soir jusqu'à minuit à bosser parce qu'en fait, on avait enfin eu le plan qu'on voulait et qu'en fait, on voulait être à la hauteur et on voulait choper d'autres plans parce que des plans cool, t'en as pas beaucoup. T'as des équipes énormes. Et en fait, tu te retrouves à travailler, à cravacher comme un fou. En fait, on te donne d'autres plans. Et parce qu'on a l'impression que tu peux gérer les trucs et en fait tu peux pas les gérer, tu te retrouves dans un truc où à la fin tu as une masse de travail qui est énorme que tu ne peux absolument pas gérer parce qu'en fait tu l'as fait en 14-15 heures de travail alors que c'est pas le but. Alors que tu aurais dû le faire en 7. Exactement, et tu laisses percevoir que tu le fais en 7, et donc du coup on te dit on va t'en donner d'autres et tout, et toi t'es junior, t'oses pas dire non, et t'es content d'avoir d'autres plans, et après tu te retrouves dispatché sur plein de séquences, plein de trucs, et en fait tu peux pas gérer les plannings, c'est pas possible. Alors si en plus donc ça, moi j'essaie, exactement. Dessus. Donc c'est ce que j'essaye de dire aussi aux plus jeunes, mais je pense que là les générations aussi qui arrivent, il y a sur pas mal d'entre eux quand même, il y a un détachement entre guillemets un peu plus marqué que ce que nous on était. On n'a pas beaucoup de différence, on a peut-être que 10 ans, mais je trouve que les choses elles ont énormément évolué et ça bosse, ils arrivent avec déjà un niveau qui est déjà beaucoup plus important que peut-être ce qu'on avait nous quand on sortait d'école, parce que les écoles du coup déjà elles sont un peu plus longues et après ils ont encore plus accès au savoir que nous, c'est-à-dire que nous il y avait quelques tutos en ligne à l'époque, je me souviens, il y avait des films, etc., et des trucs qu'on regardait, qu'on essayait de chiner, et il y avait pas autant de logiciels aussi. Quand moi je suis sorti, on faisait Maya, Mudbox, Photoshop, Nuke. Et voilà, t'as des orties là maintenant, t'as pas assez de doigts pour compter le nombre de logiciels qu'ils ont touchés, tu vois. Donc c'est assez impressionnant, et donc ils arrivent avec aussi une certaine aisance quand même s'il y a l'envie de bien faire et tout, ils sont quand même très pros déjà. Parce qu'après aussi t'as l'implication dans l'histoire, tu vois. Ouais. Et le truc de en fait ça prend pas la direction que tu voulais et t'es dégoûté, tu te laisses envahir en fait par ce truc un peu négatif de dire mais en fait je le voyais pas comme ça du tout. Tu parlais tout à l'heure du mec qui disait moi je le vois comme ça. Bon et comment tu fais, tu vois, parce qu'après il y a l'autre, un troisième troisième revers de la médaille de ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que une fois que admettons maintenant t'arrives à faire et voilà la tranche de la médaille, le collier même si tu veux. Une fois que tu as fait cette dissociation, mais comment tu gardes quand même cette motivation parce qu'elle est moteur aussi, tu vois. Il y a un truc, moi je parle beaucoup, alors ça touche à un autre sujet, peut-être je me le note pour le CJBIR, tiens, des fois que, mais c'est un gros sujet du moment aussi où à l'intérieur de cette espèce de se dire bon, ok, c'est pas notre vie, on va pas y mettre notre âme, comment tu gardes malgré tout l'investissement suffisant, parce que c'est moteur aussi, il y a un truc un peu moteur là-dedans de te dire vas-y je vais me donner. C'est vrai. Normalement, les personnes qui sont là, c'est que c'est un métier aussi passion. Normalement, quand on fait de l'anime, c'est que c'est vraiment un truc que tu as choisi. Après, il y en a qui sont vraiment ultra artistes et qui, au bout d'un moment, tournent en rond et ils ont envie de faire autre chose. Mais quand tu fais de l'anime, t'es là parce que tu l'as choisi. Donc, l'investissement, il y est toujours quand même un petit peu. Ce qui est dur, je pense, là-dessus, encore plus que ce que tu dis, c'est les longueurs de projet aussi.
Je pense que, et ça c'est quelque chose qu'on a vu, c'est que Arcane, entre les 2 saisons, on a pu bosser 6 à 7 ans. Donc ça crée aussi une usure, ça peut créer une redondance aussi, c'est-à-dire que finalement au bout d'un moment, c'est pas que tu vois plus que tu fais un truc exceptionnel, mais c'est que t'es toujours dans les mêmes mécanismes. Je pense que les artistes aussi, parfois on était tout le temps en train de leur redonner les mêmes retakes pour aller plus loin, pour essayer de continuer à affiner le style, parce que le style il s'est vraiment affiné. Quand tu disais au début de l'homogénéité du style, l'épisode 1 d'Arcane et l'épisode final, en fait, on a appris, et au fur et à mesure, on cherchait à pousser des choses. Donc en fait, quand tu as du bagage et que tu as de l'acquis, après, ce qui te prenait 2 heures avant te prend 15 minutes, et puis après ça te prend 5 minutes, et après tu le fais d'office sans même te poser la question, tu vois. Donc voilà. La digression fait que je me suis encore perdu. C'est terrible, ça. Tu sais comment garder cette motivation, une fois que tu t'es détaché, en fait. Tu te détaches du projet, ok. Mais il faut pas s'en détacher totalement. C'est-à-dire qu'il faut garder une certaine distance, comme tu dis, émotionnelle. Mais c'est dur, hein, c'est pas évident, parce que même nous, c'est vrai qu'on le préconise. Mais c'est encore pire, j'imagine. Mais nous, voilà. Parce que toi, t'es obligé d'être impliqué. T'es obligé d'être impliqué. Donc, oui, puis il y a un côté moteur aussi. Il y a un côté, comme tu disais, phare. Voilà. Ouais. Donc, tu peux aussi être un phare empoisonnant si tu. Parce que si faut que tu gardes la face. Ouais, c'est sûr qu'il faut garder un état d'esprit positif. Après, ça n'empêche pas que t'en baves, que tu galères, que tu prends pas de pause déjeuner, que t'es hyper claqué, tout ça, mais ton taf, tu l'as accepté entre guillemets, c'est quand même d'accompagner les gens et d'être là pour eux, tu vois. Moi, c'est toujours vu comme ça. Quand t'es lead, c'est le premier truc que je dis aux artistes, c'est vous me popez, vous me demandez quand vous voulez, quoi. Je suis là pour vous, en fait. Mon but, c'est pas de vous dire quoi faire, le but c'est d'être là en support. Après, c'est à moi de gérer la livraison de la séquence, de dealer avec la prod aussi, quand est-ce qu'on peut présenter, que les choses soient prêtes, etc. et de vous accompagner, d'essayer de matcher ces checkpoints. Mais moi, je suis là pour vous, en fait. Je peux être là juste votre chef, quoi. C'est pas ça, c'est pas intéressant. On est là pour travailler, collaborer ensemble. Et donc, quand t'es superviseur, effectivement, t'as toutes ces équipes-là, tu vois tous les gens, tu as toutes les différentes choses à gérer, en fait, que on ne peut pas soupçonner quand on n'est que animateur. Il y a beaucoup aussi de discussions, il y a beaucoup tu prends aussi beaucoup de moments d'humain, tu prends pour discuter avec les gens, tu essayes de trouver des solutions, on n'en trouve pas toujours, et parfois il faut que nous aussi on te demande de l'aide. Comment tu gères, tu vois, t'as une retake, une séquence entière qui doit être refaite, comment tu fais pour filer cette info finalement, mais sans décourager tout le monde, tu vois, c'est chaud. Comment vous dire ? C'est toujours pareil, c'est qu'il faut déjà mettre en avant ce qui est positif, c'est-à-dire que alors là tu dis il y a toute la séquence à refaire. Ouais, on va prendre l'exemple un peu violent parce que tu fais un mail en commençant par finalement. Bon, non, alors là c'est un peu extrême. Alors on n'a pas eu ce cas de figure, on a eu peut-être ce cas de figure où parfois on avait des séquences, effectivement, comme je disais, peut-être board ou layout, où il y avait beaucoup de choses à refaire. C'est arrivé 1 ou 2 fois. Là, il faut motiver l'équipe, le prendre comme un challenge. Donc là, ça peut être motivant, mais l'équipe n'a pas encore à attaquer l'anime, donc ça peut être un challenge. Après, ça peut être épuisant, et ça avait été le cas parce que il y avait beaucoup de questions à penser, à repenser en cinématographie, etc. Et là, ça peut vraiment drainer l'énergie. Après, quand c'est une retake qui arrive après coup, c'est essayer de mettre en avant ce que le client ou le réal a apprécié et pourquoi en fait on a la retake. Et donc ça peut être différent, peut-être ça peut être aussi de mon postulat où j'ai pris la mauvaise direction, par exemple en tant que superviseur, de pousser pour une certaine mécanique, un certain acting, et c'est pas ce qui était attendu, ou parfois ça peut changer parce que finalement comme c'est toujours un projet vivant, le film, c'est-à-dire que rien n'est complètement figé dans le marbre, ils peuvent se rendre compte après coup que scénaristiquement ça fonctionne pas, donc on est obligé de le changer. Encore plus dans la série. C'est ça, encore plus dans la série ou émotionnellement. Exactement, aller un petit peu changer le montage parce que ceci cela. Donc il faut l'amener quel est le gain en fait de ce retake, d'essayer d'amener le côté positif de ça. Et c'est toujours pareil, ça dépend de quand la retake arrive. Si l'artiste il a passé beaucoup de temps sur le shot et que la retake elle arrive derrière et qu'il faut le refaire, là ça peut être couperé. Parfois si la retake elle arrive longtemps après, tu peux te dire putain, ça arrive longtemps après là. Mais en même temps, t'étais passé à autre chose et t'as l'énergie pour le faire. Et parfois, par rapport au syndrome de l'imposteur, ça peut même aider parce que l'artiste peut se dire finalement, j'étais pas vraiment satisfait du plan, donc ça me permet de revenir dessus, donc je suis content.
Donc il peut y avoir le cas de figure positif qui vient même de l'artiste même, hein, et on l'a vécu déjà plusieurs fois. Il disait ouais non mais moi je n'étais pas convaincu de cette idée-là. Et puis bon ben cool, allez on y reva, et puis là on essaye de loquer les idées très tôt en amont pour être sûr que on foire pas le truc. Mais parfois c'est difficile, et tu peux aussi proposer à l'artiste de dire bon voilà, est-ce que tu as envie de la faire, est-ce que la retake elle est trop lourde pour toi, tu as envie que quelqu'un d'autre la fasse. Franchement dans 100% des cas, j'ai envie de dire, les artistes, ils ont toujours dit non, je m'y colle, quoi. C'était mon shot, je m'y colle. Ouais, c'est mon fardeau, quoi. Mais ouais, c'est ça. Il faut arriver à trouver les mots, tu le fais au cas de figure. Et tu le fais aussi à la sensibilité de la personne. Tout le monde ne réagit pas de la même manière au retour. Et d'ailleurs, quand tu donnes les retours, c'est quelque chose auquel je fais vraiment attention. C'est au maximum d'essayer de cerner la personnalité de l'artiste avec qui je travaille. Je dis pas que j'arrive tout le temps, mais dans ma manière de parler, je vais toujours essayer d'être le plus courtois possible, mais en tout cas pas le plus adapté. Attentif, en tout cas, je fais attentif, attentionner à la personne qui j'ai en face. Est-ce que tu conseillerais à des animateurs d'exprimer un peu plus justement quand vraiment, je sais pas comment dire, mais de quelle manière ils aimeraient avoir les retours? C'est un truc dont on parle très peu finalement, et c'est vrai que souvent, des fois, il y a des gens qui prennent des notes et ils ont l'impression d'avoir pris le plus gros taquet de leur vie, alors qu'en fait, c'est juste comme ça que la note est donnée à tout le monde, tu vois. Ouais, je sais, j'ai eu ce cas de figure parce que ah oui, okay. Ouais, quand j'ai commencé la supervision sur la saison 2, je donnais énormément de notes. Et c'est-à-dire que j'étais un peu dans la continuité de mon rôle de lead, sauf que je le faisais avec tout le monde. Donc en fait, je donnais des reviews vidéo avec des annotations presque toutes les 2 frames ou 3 frames. Et je sais que... Ah, et c'est pas ce qu'on attend d'un superviseur. C'est pas forcément ce qu'on attend d'un superviseur, et je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui en ont souffert, et notamment avec le stress que ça peut amener de dire en fait ça matchera jamais sur les quotas, etc. Mais mon postulat, c'est de dire voilà, je vais vous dire dès le début toutes les attentes par rapport à ce qu'on veut faire sur cette saison 2 artistiquement, le fait qu'on nous a demandé aussi d'aller plus loin et tout. Mais moi, je vais vous attendre sur ça et ça. Et je vais vous le dire sur tous les premiers mois. Et à la fin, le but, c'est que, à force de rabâcher ça va rentrer et vous allez le faire vous-même. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été un peu sport. Et après, je pense que même mon approche à moi, j'étais peut-être pas aussi à l'aise dans mon poste que ce que j'ai pu l'être à la fin. Donc tu apprends aussi dans ta manière d'être, c'est-à-dire que peut-être j'ai été aussi parfois dans ma manière de discuter un peu trop horizontale, en oubliant que en fait pour les autres j'étais superviseur et j'étais plus le collègue, puisque j'ai commencé en tant qu'artiste avec eux. Et donc parfois avec certaines personnes tu continues à parler comme tu l'étais en tant qu'artiste, sauf que elle, pour la personne, elle reçoit le truc de son sup. Et en fait, ça peut être un peu plus dur que ce qu'en fait toi tu voulais vraiment dire. Donc c'est là aussi où j'ai appris moi à c'est pas lisser mon discours, mais à me mettre à la hauteur aussi du poste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus les mêmes considérations, c'est pas les mêmes attentes, et en fait les gens te voient différemment, mais toi tu t'en rends pas vraiment compte de ça. Ça c'est quelque chose que t'apprends sur le tas malheureusement. Et merde, c'est quoi ta question? Non, mais c'est très bien. Non, mais je pense que... ce qu'il faut dire aussi, c'est que... alors, Arcane, saison 1 et 2, ont été des prods très particulières par rapport à d'autres séries. Parce que tu parlais du temps que vous aviez pour faire la série. Et puis, vous avez aussi le fait que, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si j'en dis, c'est que à Montpellier, ici, vous ne faites que l'anime. C'est-à-dire que le layout est fait en amont, bien évidemment, mais est fait à Paris. Et puis, tout ce qui est light, etc., est fait à Paris. C'est ça ou... En partie, mais pas totalement. Mais pas tout à fait. on va préciser. Du coup, moi, j'étais sur Paris, sur Arcane, et j'ai rejoint le studio montpelliérain là, il y a 1 an et demi, donc l'année dernière, en avril. Et effectivement, Alexis ici à Montpellier et Rémi à Las Palmas ont aidé Fortiche à ouvrir ses antennes, justement pour pouvoir répondre aux besoins de livraison d'animation. Donc effectivement, originellement, c'était des équipes d'animation qui étaient dans les 2 studios. C'est toujours le cas pour l'instant à Las Palmas, il y a pour l'instant qu'une équipe d'anime. Aux Canaries, exactement, ouais. Mais ici à Montpellier, fin de saison 1, effectivement, il y avait de l'anime, mais au fur et à mesure de la saison 2, il y a eu une équipe de CFX, donc de simulation close et air. Il y a eu aussi un petit peu de compo.
Il y avait du board également. Récemment, on a aussi des FX 3D. Donc bien évidemment, on n'est pas sur la quantité des effectifs parisiens, mais on commence à avoir un petit peu plusieurs départements représentés, ce qui permet aussi d'avoir des discussions directes et de gagner du temps quand on travaille sur les mêmes séquences, les mêmes shots. Tu as besoin de layout, au cas où. Pour l'instant, le layout est que sur Paris, mais bon, il faut voir avec Pauline. Et remets-moi la question, c'était... Oui, non, mais on a encore perdu la question. Non, mais que c'était je fais que les perdre. Une prod particulière par rapport ouais, à la d'autres durée. prods. Parce qu'une série, habituellement, ça va durer sur 1 an et demi pour une saison. Mais en même temps, c'est ça qui est particulier avec Arcane, c'est qu'on est un peu dans une brèche où c'est beaucoup plus long qu'une série parce que finalement, on avait une quantité de plans à produire qui était énorme avec une qualité attendue aussi très haute. Mais en même temps, finalement, dans un temps très court, on a fait l'équivalent de 7 films. Donc, c'est-à-dire que quand on fait la saison 1, c'est comme si on faisait 3 films et demi, et quand on fait la saison 2, c'est comme si on faisait 3 films et demi. Et en fait, en termes de temps, tu veux dire Ouais, en termes de durée, puisque c'est à peu près 6 heures et quelques, c'est 6 heures de contenu, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, un film c'est 5h40, 6 heures, je crois, Arcane. Et donc, un film d'anime, à peu près, c'est 1h35, 1h40 aujourd'hui. Donc, finalement, en fait, c'est hyper rapide en soi, puisqu'on a produit énormément, mais parce que t'es sur les mêmes persos, les mêmes assets, environnement et tout. Il y a une pré-prod à faire à chaque fois. Oui. Mais c'est un marathon. Parce que sur Arcane, chaque jour compte, quoi. Chaque jour de perdu où t'as pas animé, c'est du retard d'accumuler. Et en fait, il faut produire tous les jours de la haute qualité. Donc ça peut être épuisant, tu vois. C'est comme si tu courais tout le temps à 80% de ta VMA. Et à la fin, t'es éclaté. Vite fait. Vite fait de temps en temps. Mais c'est pour ça, justement, qu'on se basait énormément sur le board, le layout, d'attendre que ces choses étaient loquées avant d'attaquer l'animation. Et la clé de toute production, c'est d'avoir de l'inventaire. Surtout pour un département comme l'animation. C'est-à-dire que c'est le département où tu as le plus de personnes représentées. Normalement, c'est pas le cas de tous les films, mais quand même dans une grande majorité de films, c'est le plus gros département. Et il faut nourrir tous ces artistes en shots. Et ce qui est important, moi, mon avis, c'est qu'un artiste, il ait assez de shots pour avancer tout seul et en même temps demander des retours en parallèle à son lead. Comme ça, quand il envoie quelques shots à son lead, il a d'autres shots sur lesquels bosser. Quand le lead, il lui donne les retours, hop, tu peux faire la bascule entre les plans. Quand t'envoies au sup, exactement, quand t'envoies au sup et que le sup est pas dispo, t'es pas bloqué à attendre. Et en fait, c'est la clé pour avoir un roulement qui est cool. Là où quand t'es en film, souvent, on va te donner que 1 ou 2 plans pour être sûr que tu fasses bien le truc. Et puis en fait, tu vas tourner en rond. En fait, tu vas perdre énormément de temps. À pas faire grand chose en fait. Moi j'ai eu cette sensation là parfois en VFX ou quand tu es sur des projets avec beaucoup de budget où on t'assigne très peu de plans parce que finalement il n'y a pas tant d'inventaire que ça, mais en même temps on attend une qualité très poussée, mais pour arriver à cette qualité il faut que tu valides tes blockings et en fait de valider les blockings ça prend une éternité et en fait finalement t'as pas assez vraiment de plans sur lesquels bosser je trouve au début ou en parallèle quoi. Ils sont plus j'ai fait mon taf, j'attends des retours pour pouvoir aller plus loin, gamme, etc. Ouais. Et du coup, et en même temps, t'avances un peu à côté pour essayer de gagner du temps. Mais parfois, si tu prends une retake où tu dois tout recommencer sur une partie, tu fais là, finalement, j'ai passé la journée sur ça. Tant pis, j'ai de l'avant. T'apprends, ça, c'est formateur, mais. Ils sont plus piqués en FX. Tu disais que c'était long de valider un blocking. C'est long parce que ouais, il y a plusieurs étapes et surtout, tu passes par le réalisateur du live action. Ouais. Qui le réalisateur dans 95% des cas ne connaît pas l'animation, donc il attend un block spline, donc tu montes du block spline, du splock en VFX. Oula, qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi? Donc le blocking, traditionnellement, quand on vient par exemple la 2D, quand on commence l'animation, on fait les poses clés. Donc c'est ce qu'on va appeler un petit peu le step, quoi. Tu vas faire tes extrêmes, tu vas faire des breakdowns et tu vas avoir une animation qui est saccadée avec une exposition par exemple toutes les 4, 5, 6 images. Ça, montrer ça à un réalisateur de live action, des posings saccadés, c'est un peu compliqué quand c'est un mec qui travaille sur des plateaux avec des acteurs et il lui dit là mais plus d'émotion, je veux que tu sois un peu plus triste, pense à je sais pas, t'es au bord du gouffre, tu vas te suicider, mets-moi plus de larmes, hop on refait la prise, ok ouais, bon là tu vois tu pleurais trop quand même, garde un petit peu plus ça en toi, allez on la refait. Et le mec, ou alors il faut qu'il travaille avec un stroboscope, comme ça au moins. Mais à une demi-heure, il va obtenir toutes ses takes. Alors que nous, à l'anime, on va lui remontrer le même plan plein de fois,
différentes étapes, mais sans différentes itérations. Tu sentais qu'ils avaient du mal à rebondir sur du bloc? Le truc, c'est que tu les vois pas les réals en VFX déjà. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu reçois juste présentes les tes notes, quoi. plans, tu montres à ton sup, ou le dire anime, ou le VFX sup, et après, lui, il va aller avec le réal, ils vont leur montrer un review. Le réal, il va dire ses trucs, et dans 100% des cas, il va te dire faut refaire ou pas, quoi. Ok. Ton plan est rarement défendu, quoi, parce que le client est vraiment le maître, entre guillemets, tu vois. Ouais, t'as moins de place là, je pense, à Ouais, l'interprétation. t'as pas de place, ouais. Ouais. Et là, on arrive, on dit, on est désolé, tu vois, et tout, va falloir refaire. Le mec qui arrive et qui Là, dit ouais, mais moi Iron Man je le voyais comme ça. Désolé, mais non. Donc là en plus on parle de films à la Disney, c'est encore pire je pense. On a toujours entendu que Disney était très. Ouais. Mais Mais non, après, tu c'est mets pas beaucoup de temps à vrai. valider les plans. Ouais. En fait, dans le détail et tout, tu vas passer beaucoup de jours, voire de semaines sur le polish. Ouais. Et t'as eu l'occasion quand même de faire de la keyframe. Moi, que de la keyframe, ouais. En Ah, c'est VFX, cool. ouais, Ok, non, ouais. chez Framestore, il y a vraiment une philosophie keyframe. La mocap a été utilisée pour tout ce qui était full. Ouais. Mais en fait, il y a vraiment un cœur, il y a une équipe core à l'animation qui a vraiment à cœur de faire de l'animation handcrafted, quoi. Ouais. Et ça, vraiment. Faite à la main. Ouais. C'est L'équipe noyau. Ouais, c'est vraiment un truc qui les, en tout cas, détache pour moi du reste des autres studios VFX, même si beaucoup de studios VFX font du keyframe, mais il y a beaucoup de studios qui font pas mal de mocap, quoi. Bah ouais. Souvent le cliché qu'on a du VFX en tout cas. Toutes les mocap ne sont pas faisables, quoi. Enfin, genre, les mocap plus- sur les animaux, tout ça et tout, genre on dit ouais, ça a été fait tout en mocap, c'est pas possible. À la Ouais. fin, t'es obligé d'avoir un animateur qui refait tout. Il va prendre la performance de l'acteur. C'était sur Mowgli, c'était ça, hein, ça a été vendu comme de la performance capture. Oui, c'est ça, mais c'est pas de la mocap. C'est-à-dire que ouais, ils étaient tous là avec des béquilles, avec des boules de partout, sauf que c'était impossible d'adapter ça sur des quadrupèdes. Et même pour les faciaux, les visages sont trop éloignés. En fait, les loups, les lions et tout, trop éloignés du visage humain pour récupérer ça. Donc en fait, on avait des facecam avec plein de points sur les acteurs, avec Christian Bale, Benedict Cumberbatch, tout ça et tout. Et c'était assez génial, quoi. T'importais ça dans ta scène, t'avais une perf d'acteurs, tu venais chercher, tu voyais tous les petits détails, les aspérités de tics et tout, c'était ouf. Et en fait, comme c'était ce que voulait le réal, c'était pas de la roto parce qu'il fallait adapter sur un quadrupède, donc il fallait qu'on trouve aussi des manières de faire un peu différentes. Mais en fait, t'avais une ref qui était ultra solide et tu te posais pas de questions et c'était assez straightforward. Et ça restait une ref. Et ça restait une ref. C'est pas tu récupères les points, les datas des points et ça marche. Non, tu l'as importé, c'est dans ta vue cam et puis tu essaies de l'adapter sur le facio du loup par exemple et t'adapter. Tu venais chercher, là il a un petit twitch sur le nez, tout ça, il a l'œil qui est tout le temps comme ça, on va récupérer ses mimiques. La morphologie est pas la même. Enfin, absolument pas. Là où ça marche pour la planète des singes, parce que la morphologie quand même des singes est beaucoup plus proche de la nôtre, et Weta aussi peut-être le meilleur, je pense, système de mocap au monde, qui fait que parfois il y a quasiment pas besoin de leur toucher. Des retours que j'ai eu de certains artistes, elle est tellement bonne, il y a 2-3 glissements sur les pieds, 2-3 contacts sur les doigts, et après ils vont faire les shots keyframe, les shots qui sont impossibles forcément à filmer en mocap, quoi, mais ils ont eux un système qui est hyper performant. D'ailleurs, ils ont l'équipe mocap et l'équipe keyframe, je crois, là-bas. C'est un truc dans le jeu vidéo, tu vois, qui est, en tout cas de ce que j'ai entendu un peu à droite à gauche dans les boîtes qui sont pas Naughty Dog et des boîtes comme ça. Je trouve qu'ils se font un peu tous bluffer quand même par ces communications de regardez, on a filmé un acteur et c'est magique. Et ils arrivent pas à comprendre parce que j'entends on veut garder la performance de l'acteur dans la ciné. Ouais, d'accord, mais n'ayez pas peur de retoucher les choses et d'aller capturer ce que le mec a fait et de même le magnifier. On en reparlait tout à l'heure. On est toujours en train de rajouter du plus sur quelque chose qui est déjà très bien. Mais de là à dire non mais on touche plus à rien parce que sinon c'est plus l'acteur, ouais, mais au final ta ciné elle sort, elle est dégueulasse parce qu'en fait c'est pas avec des points sur un visage que tu récupères une anime et une intention et un truc vraiment précis et qui évoque des choses, quoi. Donc après ça dépend de la techno que t'as, j'imagine, mais oui, et puis chaque morphologie est différente. Enfin, vraiment en termes de morphologie de muscles, tout le monde ne bouge pas les muscles du visage de la même manière que le voisin. En plus, et puis pour moi c'est de l'interprétation. On revient à l'animation, tu vois. C'est de l'interprétation et c'est pas. Je vais citer Expédition 33 parce que c'est un exemple qui m'a un petit peu tiqué. Oui, il y a des belles poses par moment, mais c'est pas animé incroyablement non plus. C'est très propre et c'est super cool. Et c'est vrai que dans du jeu vidéo, on a rarement vu un truc pareil. Mais beaucoup de streamers et tout, tu vois, ont vraiment se sont branlés sur l'anime facial. Ouais, je le dis. Bon, c'était très propre et c'était très cool. Ce qui est cool, c'est que c'était plus subtil que ce qu'on a l'habitude de voir.
Mais mine de rien, ça suffit pas non plus de juste récupérer de la mocap et de la foutre dessus. Et il y a pas assez de pédagogie là-dessus sur le fait que ouais, il y a des animateurs qui ont taffé dessus en fait et qui ont fait des trucs et que selon le budget et tu vois la quantité de gens que tu vas mettre, tu vas pouvoir aller à un certain niveau, à un certain degré. Toujours pareil, ça dépend. Par exemple sur les films, que le temps réel non plus. Donc, ouais. Sur les films, c'est de vendre aussi un casting. C'est-à-dire que c'est ce pourquoi aussi milite un peu Serkis depuis des années. Après, parfois maladroitement, je pense, mais aussi à juste titre. Je pense qu'il a quand même un apport qui est important dans sa performance et dans ce qu'il fait. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont conservées, il faut le dire. Après, ça veut pas dire que c'est pas refait derrière pour être adapté. Et c'est là où parfois de dire ah non mais les animateurs ils refont que ce que moi j'ai fait ou il clean ça ou quoi. Voilà, c'est dit de manière maladroite. Après, je pense qu'il doit, avec le temps, il en a conscience quand même, je pense, j'espère du moins. Il vient de réaliser un film d'animation, donc La ferme des animaux, donc j'espère qu'il sait bien maintenant. Mais ouais, c'est toujours pareil pour le public, c'est de vendre des acteurs et se dire ah ouais, les acteurs se sont morphés dans les animaux et tout. Et tu vends une technologie, tu vends du rêve quoi. C'est comme quand DreamWorks ils ont fait venir Obama, qui se sont mis dans les combis de mocap et qui lui ont montré ouais voilà Hiccup, Harold dans Dragon 2, tout ça, et t'avais les animateurs, je crois, qui actaient, tu voyais sur l'écran et tout. C'est sûr que si tu fais venir le président des États-Unis et tu le fous derrière un PC et tu vois un mec qui clique sur un piqueur et qui sélectionne les doigts, il bouge le doigt, il sélectionne l'épaule, il monte l'épaule et tout, tu te dis bon, le mec, il a peut-être d'autres trucs à dealer, tu vois, donc on va lui montrer un truc qui est un peu show-off, entertaining, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est l'entertaining, c'est spectacle. C'est comme le Tom Cruise et son no CGI shot. Oui, mais bien sûr. Non, tu fais tes cascades, d'accord. Mais il y a du CGI partout, t'inquiète, quand même. Il y a une demi-mesure à avoir aussi, quoi. Bon, c'est un autre sujet. Oui. Il ne dit pas que les conneries. Bien sûr que non, mais bon. Non, il en fait aussi. Alors, on arrive à... Parce que c'est pas parce que c'est la première émission de la saison qu'il faut qu'elle dure 3h30. Ouais. Hein? Désolé, c'est ma faute, je parle trop. Non, mais c'est nous. En plus, on a 12 000 questions encore qui nous restent, mais qui seront pour le CG Beers. Oui. Par contre, on ne change pas une équipe qui gagne. Il va y avoir une petite interview offset. Voilà, comme d'hab. De ma part, cette interview offset, donc, à laquelle il n'est absolument pas préparé, et là, il me regarde avec une inquiétude dans l'œil, c'est une interview What If, parce qu'on parlait de Marvel en plus tout à l'heure, ça tombe très bien. Donc, what if, et si imaginons, dans un multivers quelconque, et si tu devais travailler qu'avec une équipe de super juniors sur un gros projet. Qu'est-ce que t'entends par super junior ? Genre qui sortent d'école, mais pas forcément d'Artefix ou de l'ESMA. Donc pas des juniors qui sont super, mais des juniors. Oui, des juniors. Pardon, je précise parce que même moi j'étais pas sûr. Non, pas des sorties d'école, quoi. Des sorties d'école. Sur un gros projet où il n'y a pas forcément de deadline serré et pas forcément un budget normal, enfin pas un truc de dingue. Comment est-ce que tu gérerais cette équipe de noobs? T'as 0 senior, 0 mid? Hein? Il y a que des juniors. 0 mid. T'as un lead? Non, ou une lead, non? T'es juste allez. Et t'as une équipe de combien? Allez, on va dire qu'il y a un lead et voilà, et une équipe de je sais pas 20. 20, ouais, c'est pas mal déjà. Ouais, une petite équipe de 20 quoi. Écoute, tu la gères comme tu gères les autres, hein. Il faut juste ne pas attendre les mêmes choses que des gens qui travaillent déjà dans le studio, que des gens qui ont de l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut admettre qu'il va y avoir une période de formation et une période de mise en route. C'est-à-dire que il faut faire la transition école-taf, qui fait que c'est pas du tout la même approche et il faut apprendre déjà quels sont les codes du travail, comment on travaille, les étapes de travail, etc. Les tools qu'on a, qui sont les tools du studio. Il y a tout ce temps-là qui est incompressible d'apprentissage, qui dure quand même quelques semaines. Et après, il y a le temps de pouvoir répondre aux attentes qui peut durer, pour ceux qui sont le plus à l'aise de 2 mois, à d'autres que ça peut prendre peut-être parfois jusqu'à 1 an. Et parfois, il y en a, ils arriveront jamais vraiment à appréhender le style, quoi. Donc, il y a beaucoup de pédagogie, d'accompagnement. Et surtout, peut-être passer pas mal de temps
en groupe, déjà à montrer aussi comment on bosse avec les rigs chez nous, comment on les met en pause, quel contrôleur on utilise, pourquoi on n'utilise pas ça, comment on bosse proprement, comment on approche son plan. C'est-à-dire que son plan, il faut aussi le réfléchir techniquement avant de le commencer artistiquement. C'est-à-dire qu'il faut prendre 5, 10, 15 minutes de réfléchir quels axes de rotation je vais mettre sur ma tête, sur mes bras, par rapport à l'action que le perso va faire, comment je place mon contrôleur position correctement pour pas avoir des axes qui sont complètement à l'ouest dans mon graph editor quand je vais passer au spline, parce que quand je suis en step, c'est très cool, ça marche bien, et puis quand on appuie sur spline, on se retrouve avec des gimbals dans tous les sens qu'on n'arrive plus à cleaner, et là c'est plus une goutte de sueur, mais c'est direct une PLS. Donc en fait c'est d'essayer de planifier tout ça, de montrer comment on réfléchit à ça, parce que ce temps-là que tu vas passer au début, il va te faire gagner énormément de temps. Je compare toujours à la cuisine, et je n'ai pas fait de comparaison de cuisine, donc c'est le moment. Mais c'est comme quand tu vas faire une recette de cuisine, tu vas lire la recette, tu vas préparer tous tes ingrédients, tu vas les peser, etc. et tout. Et après, tu attaques de faire ta recette. Parce que si tu dois aller chercher ton ail, j'ai pas coupé mon oignon, je vais chercher mon oignon. En fait, ça te va prendre 10 ans de faire ton poulet basquaise, alors qu'en fait, si tu prépares tout en avance, il n'y a pas tant d'ingrédients et c'est vite fait. Tu vois. Donc, c'est juste, voilà, cette méthodologie-là. Et après, artistiquement, de montrer comment moi je fais un plan. Du coup, leur dire comment je fais mes refs, comment je fais le blocking, comment on met le perso en pause, comment on essaye de pas tricher à la caméra, etc. C'est d'apprendre tous ces petits trucs artistiques, et après, pour les mettre en confiance, pour que derrière, on enchaîne. Je réponds, c'est trop long, non ? Non, pas du tout, pas du tout. Mais tout ça, ils sont censés l'avoir appris à l'école, non ? Non, parce que, alors, oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, à l'école, on va t'apprendre, mais la réalité de quand tu arrives dans un studio où on va te filer, je sais pas moi, 4, 5, 6, 10 plans qu'il va falloir livrer à telle date, c'est pas juste faire un plan d'animation à livrer pour dans 2 semaines, et j'ai mon petit perso qui s'assoit sur sa chaise et voilà, ou qui tape dans un ballon. C'est qu'en fait, il faut gérer tes shots, quels shots sont plus ou moins compliqués pour toi, quels sont ceux qui sont plus ou moins simples à ton avis, comment en fait tu vas répartir ce travail-là, comment en fait tu vas commencer le blocking d'un shot, mais tu vas pas chercher à finaliser ce shot avant d'attaquer les autres. Comment tu vas tout monter un petit peu comme un millefeuille, tu vois. Comment tu abordes un plan qui fait 12 frames et un plan qui en fait 70, c'est pas exactement pareil. Si tu as qu'un jour pour faire un plan de 12 frames, si tu te mets juste de suite à fond sur un jour, t'es foutu, parce qu'en fait t'auras pas eu le temps d'en discuter ou de le montrer à ton lead, de voir le sub, de valider avec le réal. En fait, il faut que tu passes que quelques heures et tu passes sur un autre plan, et après tu reviens dessus, t'essayes d'avoir aussi plusieurs scènes ouvertes en parallèle, comment t'organises ton workspace aussi avec différents bureaux Windows. Il y a plein de petits tips comme ça que je pense on t'apprend à l'école, etc. Mais il y a plein de trucs aussi que l'équipe a. Chacun a sa méthodologie et chacun peut apprendre. Nous, on encourage aussi beaucoup les gens dans le studio à s'échanger des tips, des approches de comment tu taffes, comment toi t'organises, quel shortcut tu mets, etc. Et ça, c'est des petits trucs, tu vois, que tu peux apprendre à l'école, mais il y a des choses vraiment en studio où il y a des trucs que tu utilises vraiment tout le temps et auxquels tu penses pas forcément peut-être avant. C'est là où tu peux organiser tes 20 super juniors, parce que tu pourras pas t'occuper de tous au quotidien, en fait. C'est ça. Donc, c'est d'essayer d'avoir cette formation globale. S'aider entre eux. Pour après focus sur l'artistique. Ouais. Très bien. Et si les plateformes Netflix, Amazon et Apple et tout le merdier s'effondrent du jour au lendemain, comment tu vois l'évolution de l'industrie ? La question de bourrin. Bonne chance. Vous avez 3 heures. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on l'a déjà vu, on a eu un petit aperçu, c'est-à-dire que déjà Netflix avait investi énormément, ils avaient lancé un plan sur l'animation qui est toujours d'actualité, ils ont d'ailleurs acheté des studios, tout ça, ils font leur propre film 100%, etc. Mais ils avaient investi énormément, et après il y a eu des freins aussi à un moment aussi récemment, et on a vu que il y a eu quand même pas mal de layoffs. Il n'y a pas que, il y a eu la grève des scénaristes, il y a eu beaucoup de trucs. C'est sûr que là, si l'ensemble des plateformes, mais notamment Netflix, qui est quand même celui qui pousse le plus sur l'anime, s'arrête d'un coup, il y a des gens et des studios, je pense, qui sont quand même 100% dépendants, et ça risque d'être très difficile. Déjà, on a été là dans une conjoncture où il y avait beaucoup plus de gens formés et même de gens qualifiés que de jobs à pourvoir. Moi, quand je suis sorti de l'école en 2014, c'était
tout à fait l'inverse. Il y avait beaucoup plus de jobs à pourvoir que de gens disponibles, en fait. C'est pour ça qu'on a eu la chance, nous, à l'école, à cette époque-là, de pouvoir être rapidement embauchés, alors que je savais que quelques années avant, c'était pas du tout le cas. Les gens galéraient. Donc, il y a eu 10 ans, 10 ans là, qui ont été un peu comme une bulle, je pense, entre 2014 et jusqu'à peut-être 2022, 2023, même, pas l'année dernière, mais en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de films, beaucoup, beaucoup de projets. Et là, ouais, effectivement, c'est vrai qu'on a passé une année avec toutes ces fermetures de studios déjà qui sont déjà très tristes, de très beaux studios, et puis de voir aussi tous ces gens qui se retrouvent après tant d'années sur la paille, et tous ces jeunes aussi qui arrivent et qui se posent vachement de questions. Et on peut en voir aussi ici à Montpellier, on a pu discuter, où ouais, il y en a, ils sont formés, ils sont prêts et il n'y a pas de job, et du coup ils trouvent d'autres jobs parce qu'ils doivent rembourser leur prêt étudiant. Donc ça fait mal au cœur, parce qu'ils se posent même la question de savoir s'ils vont pas arrêter alors qu'ils ont même pas commencé finalement. Donc si Netflix ferme, c'est encore pire. Ouais, pour moi c'est pire, parce que c'est ceux qui financent quand même le plus. Là on voit que ce soit des séries, des films, il y a quand même Oui, parce que finalement on le garde pour le CGBears. C'est un gros sujet. Et j'ai envie de relancer sur d'autres trucs, mais ça va durer des heures. Je me le suis noté. Ouais. Et puis un petit dernier, et puis parce que j'en avais 4, j'en regardais un pour encore le CGBears. Ah, vous faites chier avec votre CGBears. On sait, mais après les gens se plaignent que c'est trop long. Alors voilà. Bon. Déjà à 1 heure, on m'a dit quoi, 1 heure Oui, oui. Désolé. 1h30, allez hop, c'est parti. Et si du jour au lendemain, Autodesk met fin à sa branche entertainment, vers quel soft se tournerait l'industrie, à ton avis ? Grosse question. Mais déjà, je pense que on est déjà en train de commencer à réfléchir à des choses. Enfin, je dis je parle de l'industrie en général, c'est-à-dire que là, Autodesk, notamment pour l'animation pure, là, ça fait des années qu'on a du mal à avoir de vraies évolutions, des évolutions qui fonctionnent. Pour un soft d'anime, l'avantage c'est que c'est un soft, forcément tout le monde est dessus, donc il y a beaucoup de choses qui sont développées. Tu recrutes des gens qui sont déjà qualifiés sur les softs. Tu parles de Maya, hein. Là, je parle de Maya, bien sûr. Ouais. Et c'est surtout un soft qui permet de faire bosser beaucoup de départements sur un même soft, donc qui t'évite de partir ailleurs. Mais bon, il y a de plus en plus de départements qui basculent maintenant vers Houdini. On voit Unreal qui arrive, il y a des solutions, je sais que par exemple Timto, ils ont développé leur propre soft, Tangerine. Il y a des solutions comme Roomba aussi qui ont l'air très cool et très prometteuses. Si ça s'effondre, les gens se tourneraient vers d'autres softs. Et il y a forcément Blender. Le souci quand même presque peu, ouais. Pas de Blender. C'est souvent celui-là qui sort beaucoup en ce moment. Blender c'est gratuit et tu peux faire des trucs très cool. Le seul souci là qu'on y voit, c'est que dès qu'il y a une mise à jour majeure, ça fait sauter les choses que tu as pu faire avant. Donc si tu dois par exemple maximiser sur des assets sur un projet, une série qui faut se faire sur 5, 6, 7 saisons traditionnellement, comme des séries de 5-6 secondes jour, si tu es sous Blender, il faut peut-être assumer de rester sous telle version et de pas updater, parce que sous des mises à jour importantes, par exemple, c'est que ils avaient repensé leur système de rig, donc tes rigs marchent plus, donc il faut que tu reprennes tes rigs, c'est beaucoup plus il faut que tu reprennes tes librairies peut-être, etc. Donc c'est assez, ça peut être violent, mais c'est très prometteur sur ce blend que tu as entre la 3D et la 2D, et puis les softs comme Unreal, qui quand même pour l'instant semble très orienté vers le jeu vidéo, mais peut être prometteur aussi dans le futur pour du feature, quoi. À l'heure à laquelle on parle, là, ils ont sorti la 5.6 qui apparemment a vraiment mis à jour énormément l'animation. On va essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir nous parler un petit peu de... Je n'osais en parler. Voilà. Et on va essayer de trouver quelqu'un, parce que moi ça m'intéresse beaucoup en plus, mais qui a pu un peu éprouver, donc ce sera peut-être pas tout de suite, il faudra laisser un peu le temps au temps, mais ce serait cool, parce que je pense que ça peut être un gros concurrent de Maya, pour le coup. Il y a des trucs vraiment dans Maya qui sont... Et puis, tu as parlé de Blender. Moi, c'est pareil. Encore aujourd'hui, j'ai ouvert un FBX dans Maya, ça faisait cracher Maya. J'ai dû l'ouvrir dans Blender pour le sauver, pour pouvoir le réouvrir dans Maya, tu vois. Donc, c'est dire... j'ai rien fait d'autre. Juste, je suis allé dans Blender, j'ai sauvé, j'ai republié. Donc, c'est que, il y a beaucoup de trucs dans Maya où tu as des trucs de base où tu dis, bon, on se traîne des vieux boulets quand même. Ouais.
il y a du bon à prendre dans chaque truc, mais Bien après, sûr. c'est bon, ça, si t'as pas le choix, s'il crache, bah, il faudra basculer, quoi. Mais c'est vrai qu'après, quand t'admets une bascule, bah, il faut que tu repenses ton pipe. Et là, bon, bah, est-ce que t'as le temps? Est-ce que t'as les moyens et tout? Et puis, il faut C'est que vrai ce que c'est soit des vraies adapté. questions aussi. Faut que ce soit adapté. Faut s'adapter à ce que tu produis Parce aussi. que Unreal, ils ont jamais eu le support nécessaire pour vraiment soutenir des prods entières de films. Ils font du jeu, quoi. Ils font de la plateforme qui est fait pour faire du jeu et c'est pas fait pour faire du film, donc ça répond pas aux besoins. Ou alors, on en a déjà parlé dans des anciens podcasts de CGI. Mais faut même que les boîtes, des fois, revoient leur manière de concevoir un pipeline tellement c'est pas pensé comme Maya du tout, avec des DCC de chaque côté et tout ça. C'est un moteur de jeu, c'est pas... Ouais. Bon, on va pas envoyer le débat, mais... voilà. Merci infiniment, Martial. Il nous reste encore à peu près 4312 questions qu'on a encore pour le CG Beers. Mais en tout cas, merci. C'était une super émission. Et puis, je pense que mon petit Néo est tout frétillant. Oui, souvent, ce qu'on demande aussi à la fin des émissions, c'était est-ce que tu aurais 2-3 recos un peu, que ce soit un site, une chaîne, un livre, un truc, tu vois, une ref, même une petite ref actuelle ou vieille, hein, peu importe, mais un truc que tu conseillerais à des animateurs, mais pas que. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut même être un truc de philosophie, si tu veux. On s'en fout. Ok. C'est vrai que ça, je te l'avais pas proposé, donc du coup, il a pas préparé le coup. Non, mais c'est bien, il faut de la spontanéité. Non, c'est une très bonne question. Moi, je recommande pas des choses en particulier. J'invite souvent les animateurs à attiser leur curiosité. C'était un conseil, je me souviens, que nous avait donné notre prof d'anime 2D, Philippe Leclerc, à l'ESMA. Il me disait, mais restez curieux, émerveillés, allez à des concerts, allez au théâtre, regardez de l'art vivant, de la danse, tester l'opéra, soyez actifs, faites de la sculpture, en fait, touchez à d'autres formes artistiques, appréciez d'autres formes artistiques et essayez aussi de l'apprécier juste pour l'émotion que ça vous apportait, mais aussi d'y mettre peut-être l'œil aussi de l'artiste que vous êtes et de choper des choses là-dedans qui vont vous nourrir. Et ça, moi, j'en suis assez convaincu dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de travail, c'est sûr, à donner, à faire. Il faut passer beaucoup d'heures, en fait, pour devenir peut-être un bon ou un très bon animateur, animatrice. Il faut travailler, il faut faire du shot, etc. Mais il faut aussi prendre le temps, à côté, de se nourrir, entre guillemets, intellectuellement et spirituellement, on va dire, sur ces choses-là. C'est comme les sportifs de haut niveau. Ils peuvent pas passer leur temps à éprouver leur corps. Il faut aussi se reposer, il faut dormir, il faut aussi passer sur des trucs techniques, analyser comment améliorer les performances. Et c'est pas forcément en pratiquant, c'est en analysant. Et comme ça, quand on revient à l'animation, du coup, on a un œil plus frais aussi. On va peut-être aborder les choses d'une autre manière. C'est plus une philosophie aussi d'avoir une espèce de cercle vertueux là-dessus. Et après, sur les recos purs, la vie de papa fait que je suis pas très actif sur de jeune papa sur regarder des films, tout ça et tout, mais non, aller au cinéma, faites vivre le cinéma. Non, je pense tout simplement, je pense que c'est important, aller au cinéma, ouais. Ne passez pas que votre temps sur les plateformes. Ça sonne comme un conseil de vieux, mais je trouve que c'est pas un message facile à faire comprendre aujourd'hui. Puis alors, au prix du Cinoche, c'est de plus en plus chaud, forcément. Allez pas, bon, sans faire la mauvaise pub, mais allez pas au Gaumont ou les choses comme ça. Enfin, à Toulouse, il y a un très bon Gaumont à Wilson qui propose tous les films en VO avec un catalogue arty et aussi Blockbuster. Donc en fait, tu pouvais toujours voir les films qui étaient hyper intéressants, mais voilà, les Utopia, ici il y a le cinéma Diagonal à Montpellier, tout ça. Et en fait, il y a un peu d'arrêt d'essai entre guillemets. Ouais, d'arrêt d'essai, mais on tombe pas sur des trucs roumains, polonais, incompréhensibles qui durent 6 heures, etc. Il y a des très beaux films arty qui sont courts aussi, et il faut se laisser tenter par des choses, quoi. Il faut pas avoir peur d'être déçu. Parce que d'être déçu ou d'être en colère contre un film ou d'avoir l'impression de perdre ton temps,
tu as vécu une émotion. Après, c'est de la construire, c'est dire pourquoi en fait ça m'a pas plu, pourquoi j'ai pas aimé, et d'essayer de construire sa pensée autour de ça. Même dans la déception, quoi. Ouais, bien sûr. Tirer un profit de ce truc. C'est ça, ouais. Oui, je suis très. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est le rapport à l'œuvre qui doit absolument te satisfaire. Je regarde 12 000 bandes annonces, je vais être très sûr, je mets pas 12 balles. Je comprends, c'est cher. Je vais pas mettre 12 balles dans un film si il y a pas. C'est un peu moi, mon père disait souvent ça. Oh, mais moi, je vais voir que des trucs où j'ai mis mon argent pour quelque chose. Donc, tu sais, il fallait que ce soit Pearl Harbor, Avatar, Titanic, tu vois. Mais si c'était un petit film arty, il y a moins d'intérêt, moins d'attrait. Après, il y a Sundance, il y a des très très bonnes choses. Ouais. Bah évidemment, oui. Enfin bon, bref. Oui. Ne parlons pas là-dessus. Merci beaucoup donc encore Martial et pour cette heure et demie passée pour cette nouvelle saison de CGY. Merci mon petit Néo. Merci mon petit Doc, merci à tous nos auditeurs, à tous nos petits bipèdes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup d'avoir tenu jusque-là. Et puis j'espère que voilà, ça va être le bon coup de feu pour une saison dantesque. En tout cas, qui va nous remettre un petit peu le pied à l'étrier là après ces 6 mois difficiles. Donc voilà. Bon, on vous embrasse en tout cas. Merci de nous suivre encore et toujours. Faites passer le mot autour de vous et gros bisous et allez au cinéma. Bisous, merci. Salut, Martial. merci à vous.